Salut à tous et bienvenue pour ce 109e numéro de Hors-jeu Capital. Lendemain de la défaite du PSG face à Manchester City 2-0. Alors évidemment, on aurait préféré débriefer une victoire, une qualif, et on aurait eu tous le sourire, on aurait pu fêter ça tous ensemble. Mais malheureusement, au vu du match du PSG et de son adversaire, je sais pas, enfin, en tout cas, la qualification de Manchester City est méritée pour le coup. Et on va revenir sur le match, sur certaines individualités, pardon, avec mes deux compères. Alors aujourd'hui, on est trois, on sera peut-être quatre, et peut-être Abdella Boulma, journaliste, qui va peut-être nous rejoindre. Suspense, s'il est coincé dans les bouchons. Et ben, je vous présente quand même mes deux acolytes du jour. Yacine Amned, salut Yass. Ben, j'imagine que je te demande pas comment tu vas. Salut à tous. Ouais, bah non, on a connu des lendemains meilleurs. Ouais, c'est sûr. Voilà. Bon, après, on sort en demi-finale d'une Ligue de Champions face à une belle équipe des Manchester City. On reviendra sur les choses positives et négatives, évidemment, mais c'est le jeu. Il y aura qu'un seul vainqueur, quoi qu'il arrive. Et on peut dire, malgré tout, que sur les deux confrontations, City mérite quand même sa qualification. Et mon deuxième compère, Nicolas Puravo. Salut Nico, comment tu vas? Bonjour à tous, ça va à peu près, ouais, déçu que ça se termine, mais à l'arrivée pas trop surpris, ça fait une semaine que je m'étais préparé mentalement, donc ça va, j'ai assez bien digéré quand même malgré tout. Ok, messieurs, bah écoute, écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je le rappelais en introduction, le PSG s'est donc incliné sur la pelouse de l'Etihad Stadium à Manchester face à Manchester City de Guardiola 2-0, doublé de Riyad Mahrez qui avait déjà fait mal à l'aller. Première question, Yas, sur le match en général. Est-ce que Paris pouvait faire mieux hier au vu du 11 de départ, que je vais rappeler tout de suite avant de te donner la parole? Donc, dans les buts, comme d'habitude, Navas avec la doublette de défenseurs centraux, Marquinhos Kimpembe, à droite, Alessandro Florenzi, à gauche, Abdou Diallo. On avait une doublette au milieu avec Paredes et Herrera. Verratti un peu plus haut, et sur les côtés à gauche Neymar, à droite Di Maria, et en pointe le fantomatique Mauro Icardi. Yacine, je te laisse la parole. Écoute, il y avait moyen de faire mieux. Bah, il y a toujours moyen de faire mieux parce que dans l'attitude, dans les courses, voilà, moi j'ai vu des joueurs. J'ai pas vu un PSG jouer une demi-finale de Ligue des Champions. J'ai vu 5, 6, 7 joueurs peut-être jouer une demi-finale de Ligue des Champions. Bah, évidemment qu'à ce niveau-là, tu peux pas te qualifier quand tu joues à 7. Euh, j'ai vu un coach, encore une fois, ne pas réagir, ne pas agir. J'ai vu en fait un résumé de la saison du PSG, des choses où tu te dis, ah tiens, finalement, ce sera peut-être pas loin, il y a peut-être moyen, et puis finalement, non, il n'y a pas moyen. Voilà, c'est un résumé de peut-être même de 10 ans de QSI pour aller plus loin. Voilà, sur les erreurs de politique sportive. Voilà, je pense qu'il y a eu un condensé de tout ça sur ce match-là. Euh, Malgré tout, je suis obligé de commencer par ça. C'est un scandale que, en demi-finale de Ligue des Champions, dans un stade à Manchester City, des clubs blindés, on nous parle de Super League, d'oseille et compagnie, on ne soit pas capable d'enlever une couche de glace sur un terrain de football juste en 5 minutes. Alors, ils l'ont fait à la mi-temps, mais alors attention, c'est pas une excuse, hein. Les deux équipes, elles ont joué avec la glace, c'était horrible. Le ballon, il collait, il s'arrêtait, ça glissait. Mais franchement, on nous parle toute l'année d'oseille, de spectacle, la Ligue des Champions, et on te fait jouer une mi-temps sur ce terrain-là. Mais franchement, c'est quand même très, très limite. Voilà. Ça, il Bah, je fallait pense le dire qu'ils ont, parce je que. pense qu'ils ont dû être pris de court, Yacine. Alors, je ne sais pas si s'ils avaient étudié la météo juste avant, Bah, si écoute, c'était vraiment grêle le ou qu'il problème, neige. le problème, c'est que 1 heure et demie avant, sur les réseaux, il y avait déjà la photo de la glace. Donc, Ouais, tu as raison, c'est vrai. si c'était 3 minutes avant le coup d'envoi, je veux bien. Mais 1 heure et demie avant, il y avait les images. Ils ont pris des pelles. On aurait cru un match de district où ils ont déblayé la surface. Mais franchement, c'était une honte. Et à la mi-temps, quand même, ils ont trouvé le moyen d'avoir une machine pour déblayer le terrain. Donc, c'est
C'est quand même très limite. Voilà. Après, bon, c'est pas du tout l'explication de la défaite, mais je trouve que par rapport à l'image, franchement, l'image de la première mi-temps, elle est moche, quoi. Pareil, même question avant de rentrer dans le détail, Nico. Est-ce que Paris, le PSG d'hier, pouvait mieux faire que ce qu'il a produit hier soir sur la pelouse de l'Etihad? Bah, oui, tu peux mieux faire quand ton dernier tir cadré de cette double affrontement, il remonte à la 28e minute du match aller. Bah ouais, forcément, tu dois mieux faire. Hier, il y a 14 tentatives, il n'y en a aucune de cadrée. Alors oui, c'est vrai, tu as raison. J'ai la stat d'Opta, je te Bien la lis. sûr que j'ai raison. Paris a tenté 14 tirs sans encadrer un seul contre Manchester City. Aucune équipe n'a plus tiré au but sans réussir à cadrer lors d'un match de Ligue des Champions depuis qu'Opta analyse la compétition, donc c'est-à-dire depuis la saison 2003-2004. Ouais, puis encore une fois, je te dis, tu peux remonter même à plus loin que ça, parce que je te dis, le dernier tir cadré, c'était à la 28e minute du match aller. Donc ça fait quand même un constat assez terrible, surtout quand tu dois marquer 2 buts. Bah, à partir du moment où tu cadres pas une tentative, déjà oui, tu dois faire mieux de ce côté-là. Après, tu dois faire mieux dans plein de domaines, que ce soit dans la concentration, on reviendra sur les différents aspects de tout ça, mais la concentration, le collectif, les individualités, le mental, le comportement. Voilà, il y a tellement de points faibles hier dans ce PSG qu'à l'arrivée, t'es es partagé entre l'impression qu'il y avait la place de faire beaucoup mieux parce que City a donné des boulevards comme j'en ai rarement vu. Mais à côté de ça, quand tu fais le décompte de tous les manquements, tu te rends compte que bah, finalement la logique est respectée, que la meilleure équipe des deux hier s'est qualifiée. Donc c'est pour ça que je te disais en préambule, je suis pas trop déçu parce que j'y croyais pas trop et ce que j'ai vu hier me conforte dans l'idée que le PSG arrivé en demi-finale était à son plafond de verre cette saison. Je pense que même cette demi-finale, elle est un peu trompeuse quand on se rappelle du match aller du Bayern par exemple. Donc voilà, le PSG a fait un beau parcours, mais il pouvait honnêtement pas viser la finale par rapport à ce que City a proposé en face. D'ailleurs, Yacine, si on va rentrer concrètement dans cette première mi-temps, et j'ai eu moi l'impression lors de cette première mi-temps que City avait entamé le match un peu comme le match aller, avec évidemment l'avantage au score, mais j'ai même eu parfois l'impression qu'il y avait une sorte de gestion qu'ils ont qui sont pas vraiment donnés, ils sont pas vraiment donnés à 100% lors de cette première mi-temps. Comme l'a dit Nico, il y avait quelques espaces, il y avait des coups à jouer. Il y avait notamment aussi, on n'a pas su profiter des erreurs, notamment d'une relance de Bernardo Silva où Di Maria manque le cadre de peu. Il y avait quand même, lors de cette première mi-temps, de bonnes choses, je trouve, parfois même des séquences de possession du PSG. Mais malheureusement, le PSG n'a pas été assez clinique ou assez efficace pour pouvoir ouvrir le score et faire douter cette équipe de City, Yacine. Alors oui, mais en fait, le truc, c'est que c'est ce qui va m'énerver c'est ce qui m'a énervé déjà hier soir et ce qui m'énerve depuis toujours dans le foot, c'est que, il y a le résultat et le contenu. Et en fait, le début du match de City, et moi je l'avais envoyé dans le groupe en disant, il a mis Fernandinho. C'est un signe de ce que City, enfin c'est ce que j'imaginais, allait faire. Plus défensif, c'est Plus, ouais, de jouer avec plus de prudence et voilà. C'est ce qui s'est pas passé. forcément se jeter à l'abordage. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Parce que je pense que dans son idée, Guardiola s'est dit, Paris va mettre la pression très vite. Donc, il va d'abord falloir être costaud. Il avait dit, hein, Guardiola, il cherche toujours un truc, il invente toujours un truc dans chaque match. Le problème du résultat ou du contenu, c'est que si Paris marque dans son temps fort, on dit, Guardiola s'est trompé. Comment ça se fait que City a abandonné la possession? Comment ça se fait que City a joué aussi bas? Mais comme il marque sur un seul contre, un long dégagement, c'est un truc de district. Un long dégagement du gardien loin devant. Voilà. Il marque là-dessus. Et ben on dit c'est un génie. Voilà. Et moi, c'est ce qui m'énerve. Et encore une fois, ça ne remet pas du tout en cause Guardiola, parce que moi aussi, je sais, pour moi, c'est le meilleur entraîneur qu'il y a aujourd'hui dans le football. Mais c'est toujours le problème. Ensuite, effectivement, Paris a été bien en place au départ, à récupérer des ballons, à essayer de combiner. Alors, il y a eu ce ballon qui à chaque fois, ralentissait, etc. Mais il y a eu trop de mauvais choix, à commencer par Neymar, parce que d'entrée, on a senti que Neymar avait décidé de jouer tout seul. Et donc,
Bah, comme d'habitude, c'est-à-dire que ouais, c'était intéressant jusqu'à 30 mètres du but. Et après, il n'y avait plus rien. Voilà, il n'y avait pas de passe, il y avait pas de. Parce que tu parles de l'action de Di Maria. Il y a aussi à un moment donné Ederson qui fait une très mauvaise relance plein Oui, axe. oui. Herrera qui veut la donner en une touche à Di Maria et qui se trompe de 10 mètres. Ouais. Voilà, c'est pas possible. Quand on te donne des opportunités comme ça, dans un match de ce niveau, mais tu peux pas rater comme ça, c'est pas possible. Donc, voilà, oui, tu disais, il y avait des choses intéressantes. Est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce que City a laissé plus qu'il l'a voulu? Est-ce qu'il a subi parce qu'il avait décidé de subir? Voilà, malheureusement, sur un dégagement, tu prends un but qui te fait mal parce que tu te dis, leur première occasion, ils marquent. Mais en vérité, sur le contexte du match, ils ne changent pas grand-chose. Parce que de Ouais. toute façon, tu devais marquer 2 buts. Alors, au À départ, 1-0, c'était encore, on était encore dans la voilà, possibilité au moins d'accrocher le match nul pour voilà, pouvoir donc aller en ça ne prolongation. bouleverse pas le match. Euh, mais bon, quand tu prends un dégagement de gardien, que tu as un latéral qui n'est pas sur son côté, qui est en plus 5 mètres devant, on ne sait pas pourquoi, qui n'arrive pas à revenir. Mais tu sais quoi, cette action, c'est une succession de n'importe quoi. Parce que même Kimpembe, hein, aujourd'hui, on ne parle pas de Kimpembe, enfin, on en parle moins, mais il met 2 jours et demi à se retourner quand même sur Mahrez, après la frappe contrée. Mm. Donc, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Tu peux même parler de Navas aussi sur ce but. Oui, Parce qu'il est sur sa ligne, en toute fin. Il doit intervenir, il doit sortir En bien fait, j'ai avant. l'impression qu'il hésite, il veut y aller, il recule, et puis en fait, il perd du temps, et finalement, c'est trop tard, en fait, Nico. au départ, il y va, mais il Ouais, c'est sort pas de sa ça. surface, il se dit, je En vais fait, pas y aller il vraiment. juge mal Voilà. la distance, en D'ailleurs, fait. Florenzi lui fait le geste, vas-y. Et finalement, après, il revient. Après, juste pour terminer comme ça, comme on parle de Navas rapidement, puisqu'il en a parlé, Nico, euh, sur Navas, je voudrais être clair. En fait, il ne peut pas grand-chose sur les buts. Le seul truc, c'est qu'en fait, il nous a tellement habitués à des miracles qu'en gros, on attendait un miracle. En fait, là, il a pris des buts. euh, il n'a pas fait d'exploit. Voilà. Il n'a pas fait d'exploit. Et en fait, il nous a tellement habitués à faire des exploits qu'on se dit, il aurait pu au moins en sortir une, la première notamment, qui passe entre ses jambes. Après, enfin, si tu es là, En fait, c'est Yacine, grâce à c'est lui. impossible de lui en vouloir parce que on peut pas oublier que si on est en demi-finale, c'est aussi beaucoup grâce à Navas. Alors effectivement, hier, il nous a pas sauvés, mais personne ne lui en voudra parce qu'il a toujours été là et il s'est jamais caché. Donc, et puis, comme tu l'as dit, on reparlera des latéraux et notamment de Florenzi. Il n'a pas été beaucoup aidé non plus devant lui. Nico, même question sur cette première période. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de City? Comme je le disais, moi j'ai l'impression que c'était un peu le City du match aller, qui avait quand même des choses à faire si on avait été un peu plus clinique. Ah, alors, Est-ce que vous et là, m'entendez? on Ouais. t'entend très bien. Donc, bah, voilà. Attends. Hop, Abdella je... Boulma qui nous a rejoint. Ça va, Abdella? Non, on Ah, l'entend pas. premier je loge. suis vraiment convaincu. Il y a énormément de supporters du PSG qui ont bloqué le périphérique. Franchement, demandant la démission de certains joueurs qui n'ont pas été à la hauteur hier, comme depuis le début de saison. Donc, je tairai les noms, vous les connaissez tous. Parce que là, j'ai un gilet jaune parmi nous qui visiblement veut acquérir. J'ai aussi le tacticien qui veut aussi acquérir. Et heureusement qu'on a la force tranquille là pour calmer un peu tout ce beau Alors, monde. Ça Abdella, va, vous allez bien? juste une chose, Abdella. Est-ce que tu peux pas tirer un peu le volet derrière? Parce qu'il y a un contre-jour. Et ça- Désolé, il y a des travaux chez moi. D'accord. Voilà, bah, juste tire un peu le volet et ça ira mieux. Quand tu me dis, hein. On te laisse. On te laisse voilà. Ah, voilà, c'est beaucoup mieux. C'est bon. Est-ce que vous me voyez? On te voit bien, on t'entend bien. Alors là, on vient de démarrer, Abdella, je te dis où on en est. Ah bon? Ouais. On a abordé un peu globalement le match et ensuite là on est sur la première mi-temps et la question que je posais à Nicolas, il s'apprêtait à répondre avant que tu nous rejoignes, c'était l'impression que City, un peu comme au match aller en première mi-temps en tout cas, n'était pas à 100%, voire était un peu dans la gestion du score. Et bah, Nicolas, je te donne la parole pour poursuivre et je te donnerai la parole après Abdella. Nico. Dans la gestion, oui, c'est évident parce que avec 2 buts d'avance, City n'avait aucun intérêt à ouvrir le jeu et à donner des espaces. Après, dire que City n'est pas à 100% en première mi-temps, je pense pas. Juste, ils sont pressés, ils font aussi des erreurs, ils font des erreurs techniques parce que ça reste voilà, ça reste des joueurs, ça reste des joueurs. Le terrain était difficile.
Et je pense que les 20 premières minutes, City est bougé. City est bougé, se retrouve à mener au score sur un bon coup de bol, on va dire, pour être sympa, parce que c'est vrai que c'est un vrai cadeau du PSG. Mais cette entame de match de City, elle est prudente, mais je ne pense pas que c'était dans l'objectif de Guardiola de se faire, de concéder des occasions et d'avoir des joueurs sur la réserve. Par contre, c'est évident que l'ouverture du score, même si ça change effectivement pas grand-chose à la soirée du PSG qui doit toujours marquer 2 buts, elle fait vraiment mal à la tête parce que tu te rappelles forcément à ce moment-là que tu prends 2 buts au match aller sur des conneries. Tu vois que tu refais la même d'entrée au match retour sur un placement. Enfin, ce placement-là, franchement, des U10, ils font le même. Donc c'est dramatique à ce niveau-là de se faire prendre un but sur un dégagement aussi bête. Et derrière, forcément, que le jeu du PSG, il est moins bon. Et puis, ça te crée une frustration. Et puis, ça te crée plein de choses qui fait que tu sors doucement de ton match parce que toi, tu as raté les occasions et qu'ils ont marqué la leur. Donc ça. Je vais donner la parole à Abdallah. Abdallah, toi aussi, est-ce que tu as senti un peu comment tu as vécu un peu cette première période, pardon? Et est-ce que selon toi, City a plutôt géré cette première période? Et Paris, en tout cas jusqu'au premier but, était plutôt bien. Et globalement, sur cette première période, ouais, en tout cas, moi, je trouvais que Paris était pas mal non plus. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Abdallah? Bah écoute, je les ai trouvés vraiment pas mal dans la conservation de balles. Il y a très peu de circuits de jeu. Tu as l'impression que tout est stéréotypé avec ce Paris Saint-Germain. Je ne veux pas l'apprendre, je parle sous le contrôle de quelques tacticiens qu'il y a parmi nous, surtout Yacine. Tu as l'impression que tout est stéréotypé. Mais là, sur cette première manche, effectivement, je me suis dit, tiens, ils vont peut-être nous offrir. Est-ce qu'ils vont tenir de cette façon-là sur 90 minutes? Est-ce qu'ils sont capables de le faire? C'est bien évidemment le problème du Paris Saint-Germain cette année. C'est-à-dire ils sont incapables de réitérer ce genre d'efforts, de collectif, de densité, de dédoublement de passes, de mouvement, etc. sur 20, 30, 40 minutes. Ils vont le faire par séquence. Et je me suis dit combien de temps ils vont tenir. D'ailleurs, en parallèle, je me suis posé la question de Guardiola. Et à ce moment-là, je me suis dit, je regardais le match, je me suis dit, mais est-ce que c'est volontaire de la part des ouailles de Guardiola de fonctionner de cette manière-là, enfin de les laisser venir, ou mais en fait, j'ai eu comme un sentiment, je me suis dit, Paris joue bien, mais en parallèle, Man City, en fait, contrôlait le match. Ils étaient en mode contrôle. Ils étaient sereins. J'avais pas l'impression qu'ils étaient bousculés. Dans les 20 derniers mètres, la défense Diaz, qui fait un match fantastique en termes d'abnégation, Zinchenko, Stones, Walker, etc., ils étaient systématiquement bien regroupés. Ils se regroupaient, mais de manière mécanique. Et on avait un mal fou à s'approcher dans les 18. C'était incroyable. À chaque fois qu'on s'approchait dans les 18, on trouvait aucune solution. Aucune solution. Et donc, je me suis dit, c'est de la sérénité. Ils sont quand même en mode contrôle. On les bousculait un petit peu, mais ils étaient globalement en mode contrôle. Oui, effectivement, il y a un poteau. Oui, effectivement, voilà, il y a 2-3. Voilà, il y a quoi? On en comptabilise combien des actions qui auraient pu aller au bout? Combien de fois Il y a les deux erreurs de relance, une du gardien et celle aussi de Bernardo Silva où Di Maria tente de la mettre. Malheureusement, il ne cadre pas. Ouais. Absolument, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. Effectivement, on n'a même pas profité de ses faiblesses. On n'a même pas su exploiter ces faiblesses-là de la part de Man City. Et globalement, je me suis dit, bordel, on n'arrive pas à foutre le feu. Tiens, on s'est dit, mais il manque comme un truc, tu vois, il manque t'avais la petite étincelle, mais qui fait il manquait encore ce petit truc qui aurait pu faire basculer le match. Voilà, ce poteau de Marquinhos, ce tir, c'est Di Maria là, qui la tire, voilà, le tir de Di Maria là, qui frôle le poteau. Ouais, Effectivement, la tête de Diaz, les percussions, je veux dire, à rebours de comment il s'appelle, de Neymar, etc. Mais globalement, si pour répondre à ta question, je les ai sentis, j'ai senti City en mode contrôle. En mode contrôle, en mode serein. Ils étaient sereins. Ils m'ont rappelé le Bayern Munich en Final 8. Ils pouvaient jouer 20 heures. Pour moi, je ne voyais pas de but. Je ne voyais pas le but arriver. C'est le truc qui te fait de lever au stade, au canapé. Calme-toi, Abdallah. Calme-toi. Voilà, ça m'énerve. Mais ça m'énerve. Voilà. Je ne sais pas si les autres sont d'accord avec moi, tu vois. Eh ben, écoute, on va rentrer un peu aussi dans la composition et le choix de Pochettino. Yacine, je reviens vers toi. Toi, tu avais plutôt milité, tu avais fait un papier même dans la minute tactique
pour titulariser Herrera, mais plutôt aux côtés de Verratti dans une doublette au milieu, hein, c'est bien ça. Il a associé Ander Herrera à Paredes et a positionné Verratti plus haut, même si Verratti, on l'a pas beaucoup vu, on l'a plutôt vu très bas hier pendant le match. Est-ce que pour toi, malgré tout, sur la compo de départ, c'était plutôt un 11 qui t'a plu sur le papier avant le début du match? Non, parce que de toute façon, moi, j'étais persuadé que pour moi, l'idée, c'était d'emballer le match. Et avec trois milieux de ce profil-là, il n'y avait rien à emballer du tout. Donc pour moi, non. Maintenant, le 11 de départ, c'est toujours pareil. Lui, il est aux séances, il prépare quelque chose. Le 11 de départ, il me dérange jamais à partir du moment où tu connais l'idée. Ça veut dire que qu'est-ce que tu veux faire avec ce 11 de départ? Parce qu'après, tout le monde peut mettre un 11 de départ. Mais quand tu joues, par Parce que exemple, là, là, ils se privent volontairement d'un élément offensif supplémentaire, ce qu'il n'avait plus jamais fait, enfin ce qu'il n'avait jamais fait, je crois. Il était toujours resté dans ce schéma de 4-2-3-1 avec quatre éléments offensifs. mais Et voilà. là, il te rajoute un milieu qui est plus travailleur comme Ander Herrera. Voilà, donc après, il a fait ce choix-là. Mais on y reviendra. Moi, ce qui me dérange plus, c'est encore une fois le non-coaching, la non-lecture du jeu, la non-action. Voilà, il est là, soi-disant, il est serein, il est là, il fait le mec tranquille, mais il voit pas le match, c'est pas possible. Parce que déjà, au bout de 25 minutes, tu vois bien que tu as deux joueurs qui sont complètement transparents et à la rue, que tu en as un autre qui est à la limite de la rupture et que tu en as un, évidemment, la star des stars, qui est en train de se foutre de ta gueule. Donc, à un moment donné, soit tu parles et tu décides avec le coach de l'équipe, soit tu viens en spectateur. À ce moment-là, je suis désolé pour le PSG, il n'y a pas besoin de donner 9 millions à un mec qui est là en spectateur. Parce que moi, je vous le dis tout de suite, la compo qu'il fait, je la fais. Et le manque de réaction, je peux l'avoir aussi sur le banc pour moins cher. Hein. Moi, je m'assois sur le banc, je les regarde jouer, je les laisse faire les oufs, je les laisse partir en sucette, je ne fais pas de changement et je ne demanderai jamais 9 millions. Donc, à un moment donné, ton travail, c'est ça, quoi. Bah, il ne fait pas son travail, je suis désolé. Moi, je veux bien qu'il soit là que depuis janvier. Mais l'excuse de janvier, elle va 2 minutes. OK. Elle va pour le bilan global de la saison, si on veut. Mais elle ne peut pas tenir sur le coaching et sur la préparation d'un match. C'est faux. Voilà. D'ailleurs, le PSG est bien placé pour le voir et nous, les premiers. Tourelle, il est à Chelsea depuis le même temps. Je suis désolé. Ben, il agit sur les choses. Voilà. Après, c'est un autre contexte, tout ce qu'on veut. En tout cas, on voit quelque chose. Là, on voit rien. Voilà, on voit un mec qui aligne les meilleurs joueurs ou les statuts. Puis après, il laisse faire et puis il fait des changements à la 75e, à la 83e. Voilà. Nicolas, sur le 11 de départ avec cette doublette Paredes-Herrera, ça t'a plutôt plu au départ quand tu as vu la composition? Et d'après toi, qu'est-ce que cherchait à faire Pochettino en mettant cette doublette avec un Verratti un peu plus haut, mais dont on savait qu'il allait de toute façon redescendre pour filer un coup de main. Et d'ailleurs, on l'a plus vu beaucoup plus bas que plus haut pour aider le trio offensif, Nico. Déjà, je précise à ceux qui nous écoutent que moi, je suis encore moins cher que Yacine. Donc, si le PSG veut m'appeler, je suis dispo et moins cher. Donc, n'hésitez pas. Après, non, je pense que Pochettino, je pense qu'il était aussi. Il avait, à mon avis, aussi cette volonté de pouvoir récupérer le ballon. Mais c'est vrai que c'était le risque en alignant 4 joueurs un peu plus offensifs de se retrouver à cavaler derrière le ballon et à pas le voir. Après, c'est vrai que quand on voit allez, on va dire la première demi-heure pour être sympa, c'est vrai qu'on voit pendant la première demi-heure qu'on récupère le ballon assez facilement parce que City fait pas mal d'erreurs dans la relance, dans la technique. Il y a quand même pas mal de pertes de balles de City. Tu as des munitions, tu as effectivement pas mal d'opportunités. Et là, c'est vrai qu'avec du recul, tu te dis, bah, c'est dommage dans ce schéma-là, effectivement, de ne pas avoir opté pour un schéma encore plus offensif que ça. Donc, à mon avis, la préparation du match, elle s'est faite par rapport à cette volonté de pouvoir récupérer le ballon. Et encore une fois, l'idée de densifier le milieu, ça a un sens dans cette optique-là. Après, effectivement, après, tu es aussi confronté malheureusement, et ça fait un petit moment que ça dure, et même pas seulement depuis l'arrivée de Pochettino ou même depuis le début de cette saison, c'est que tu as un circuit de jeu qui n'existe pas.
Tu as un projet collectif qui a été bâti autour de Neymar et que malheureusement, tu te rends compte des limites de ce système-là dans des matchs comme ça où tu attends autre chose. Donc, tu es un petit peu prisonnier de ce que tu as mis en place. Et contre une équipe comme City qui. Bon, je ne suis pas d'accord quand on dit qu'ils ont complètement maîtrisé cette mi-temps dans la sérénité. Parce que quand tu prends une barre et que tu concèdes 2-3 situations chaudes. Je descends récupérer un truc vite fait, je reviens tout de suite. Mais je couperai. Quand tu concèdes des occasions, quand tu as autant de pertes de balles, tu n'es pas serein. C'est que justement, ça prouve que tu n'es pas bien encore dans ton match. Par contre, il n'y a pas de panique. Tu sens qu'ils sont sûrs d'eux, tu sens qu'ils savent où ils veulent aller, et tu sens qu'ils restent fidèles à leurs idées. Mais les premières 20 minutes, les premières 20 minutes, ils sont pas ultra sereins à se taper dans les mains, à rigoler. Ils concèdent quand même des occasions, et s'il y a un 0 pour Paris au bout de 20 minutes, il n'y a pas de scandale, tu vois. Et ça, c'est D'ailleurs, il y évidemment aurait pas pu dans les plans. avoir un penalty qui a été justement annulé parce qu'il n'y a pas eu main, mais c'était plutôt, je crois que c'était Givchenko mais c'était plutôt Oui, l'épaule. C'est l'épaule. vrai qu'avec un penalty, si vraiment le ballon avait touché le bras, peut-être que ça Non, aurait. mais même sans ça, t'as une tête de Marquis, elle est 2 centimètres plus basse, c'est un but. Ouais, ouais. Et la frappe de Di Maria, si elle est 10 centimètres à gauche, c'est but. Donc tu vois, ça se joue quand même à très peu de choses. On sait que la réussite dans le football, c'est super important. Bah là, si ça tourne un tout petit peu du côté du PSG, tu peux ouvrir le score dans les 20 premières minutes. Et c'est plus du tout le même match. Je pense que Guardiola, il avait quand même pas du tout dans l'optique de se retrouver mené au score. Parce que là, tu sais plus comment ça peut se passer. Même si on l'a vu au match aller, City, effectivement, encore une fois, c'est très fort. Ça panique pas spécialement. Mais il n'y a pas une grande maîtrise de City dans les 20 premières minutes. Il y a un début de match un peu poussif. Après, il y a une montée en puissance évidente. Il n'y a jamais de panique. Mais on ne peut pas dire City, les 20 premières minutes, il gère. Ah non, quand tu prends une barre et que tu as une occasion énorme comme dit Maria, non, City ne gère pas les 20 premières minutes. City est gêné par le Paris qui joue sa chance. Après, là où je suis d'accord avec toi, c'est que on n'a pas senti un Paris capable de mettre le feu total. On n'a pas senti un PSG puissant. On n'a pas senti un PSG dans son jeu collectif qui allait vraiment renverser cette équipe de City. Mais voilà, malgré Ce tout, qu'on avait vu à Barcelone lors de la première mi-temps, en tout cas, et même quasiment tout le match, mais plus en première mi-temps à Barcelone, on n'a pas vu le PSG du match aller à Barcelone, quoi. même même la première demi-heure du match aller au parc, Ouais, ouais, où tu aussi. as eu des vrais temps forts, où tu as vraiment poussé City en difficulté. Là, c'était plus, voilà, Paris a profité des erreurs de City, inhabituelles à ce niveau-là, malheureusement, sans réussite derrière. Mais voilà, honnêtement, en termes de match de City, elle n'est pas bonne. Vraiment, elle n'est pas bonne. Ouais, c'est pour ça que je te posais la question. Enfin, moi aussi, j'ai eu l'impression que c'était pas, quand je disais qu'ils n'étaient pas à 100%, c'était pour aller dans ton sens. Et je trouvais que Paris avait quand même réussi un peu à bousculer cette équipe et à se créer des occasions. Abdallah, sur la composition, sur le 11 de départ de Pochettino, est-ce que lorsqu'on est dans la position du chasseur et plus du chassé, parce que faut rappeler qu'en huitième et en quart de finale, le PSG était toujours dans la position du chassé. Il menait toujours sur les matchs allés. Là, c'était le contraire. C'était À un Barcelone, PSG. à Mousse. Hein. À Mousse, on est mené au score au Barça. Hein. Pas longtemps, mais on est mené au score. Là, je parle, tu sais, le fait de gagner au match aller. Ah, pour le match retour, Voilà, d'accord. je parlais plus là-dessus. Est-ce que quand tu es dans cette position-là, valait-il pas mieux prendre un peu plus de risques et peut-être avoir, là, on parlait d'un milieu à 3 avec Verratti, Paredes et Herrera. Est-ce que selon toi, c'était quand même un bon choix dès là, ou bien fallait-il mettre un peu de folie, un quatrième élément offensif pour justement aller chercher ce score parce que tu n'avais plus rien à perdre, tu étais obligé de gagner ce match? Dans ces situations-là, Mousse, c'est très difficile pour un coach d'aborder un match de ce type-là. Voilà, comment tu réagis, un contexte très particulier. L'origine, c'est Draxler, l'option numéro 1. Pendant quelques jours, c'est lui qui devait jouer au sein de ce milieu. Il s'avère que dans les plutôt opté pour Herrera. Donc, Pochettino voulait des manieurs de ballon. Enfin, il n'y en a pas beaucoup dans cette équipe. Hein. Voilà, je veux pas. Là, vous le savez mieux que moi. Mais voilà. Non, il y en a des vrais manieurs de ballon à très haut niveau, c'est-à-dire qu'ils sont capables de jouer à très haut niveau
au sein du Paris Saint-Germain est capable pour certains de devenir de véritables rampes de lancement pour nos attaquants. On cherche quoi, Yves? On cherche quoi? Un milieu relayeur. Ça fait 10 ans qu'on cherche un milieu relayeur. Enfin 10 ans, ça fait 5-6 ans qu'on cherche un milieu relayeur. Donc ça pose problème au niveau de Verratti. Ouais, tout à l'heure, vous avez évoqué le cas Verratti. Pointe haute, est-ce qu'il vous a tous apporté satisfaction en pointe haute, Verratti? Moi, non. Moi, je le préfère un tout petit peu plus bas. De toute manière, même si tu le mets en pointe haute, Verratti aura tendance systématiquement à dézonner. C'est ce qu'il a fait. Herrera a fait descendu hier. Hein. Il est beaucoup descendu. Comme il le fait, regarde ses heatmaps. À chaque fois, c'est hallucinant. Il redescend, il dézone systématiquement comme le fait Neymar. Comme le fait Neymar. Donc, en termes de circuit de jeu, ça devient un peu plus compliqué. Parce qu'il est obligé, c'est ce qu'on avait vu à l'aller et ce qu'on a vu sur précédents matchs, c'est pas un 10, Verratti. C'est pas un 10, c'est un 8, Verratti. C'est son job. D'ailleurs, vous en parlez en Italie, ça fait débat là-bas. Il a pas. Il a. Ça bug pas mal, Abdellah. Comment dire? Il n'a pas le. Ça bug. Ça bug un peu. Ouais. Saccadé, ça coupe un peu. Ouais. Là, je te disais que son milieu à 3, à l'origine, c'était plutôt une bonne idée. Mais quand il voulait, enfin, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai cru entendre au regard de sa compo, c'est qu'il voulait conserver le ballon un maximum. Mais là, tu te retrouves en difficulté. Est-ce que tu attaques dans les premiers instants? Est-ce que tu mets le feu, comme l'avait dit Nico? Voilà, on a un peu ébranlé l'édifice des Citizens dans les 20 premières minutes, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Il aurait fallu davantage porter le coup devant. Mais tu le regardes. Voilà, au fil du match, ça s'est étiolé, ça s'est détérioré au fil du match. Donc moi, je n'ai pas senti, malgré ce milieu qui est un véritable problème au Paris Saint-Germain, qui manque de milieu relayeur, un véritable milieu relayeur, passe courte, passe longue, un vrai Paredes, une espèce de mix entre un Paredes et un Verratti, si vous voulez. Chose qui n'existe absolument pas au Paris Saint-Germain. Donc là, non, je suis extrêmement déçu de ce qui s'est passé. Et tout à l'heure, Yacine nous a mis un coup sur le coach. Oui, effectivement, voilà, il est là depuis le mois de janvier. Peut-être qu'il aurait pu apporter davantage. Et je vous rejoins sur une chose, Nico et Yacine, c'est sa réactivité. Il manque totalement de réactivité. Totalement de réactivité. Ça s'est vu au match aller. Deuxième mi-temps, on prend le bouillon, il ne bouge pas. Et ça s'est vu encore hier, on prend le bouillon, il ne bouge pas non plus. Mais t'as qui sur le banc? Tu as qui sur le banc pour pouvoir apporter ces compensations? T'as personne. Gay n'était pas là. Danilo ne fait pas le nécessaire. Tu avais Paredes, Verratti, Neymar qui commence à faire n'importe quoi quand tout ne tourne Abdellah, pas. Je te coupe parce que ça va rejoindre ce que tu dis. Juste pour vous donner les premiers changements du coach Pochettino, c'est à la 75e. C'est Dagba pour Florenzi et Danilo à la place de Paredes. Donc à la 75e minute. C'est trop tard. Ouais. C'est tard. C'est trop tard. Il aurait pu réagir beaucoup plus tôt. Mais je veux dire, mais c'était face à une équipe. Ah, on a perdu Abdellah. Décidément, c'est compliqué aujourd'hui. Je ne sais pas si tu nous entends, Abdellah. Non. Enfin, davantage de. Alors, Abdellah, je ne sais pas si tu m'entends, Abdellah. On a des gros soucis avec ta connexion. On ne t'entend plus. Je ne sais pas si tu es en Wi-Fi, si tu es en 4G, si tu as fait un partage de connexion. C'est compliqué. Ok, attends. Je vais donner la parole à Yacine et je reviens vers toi alors. Yacine, on va passer à un autre sujet, ou en tout cas à d'autres joueurs. On va parler un peu des latéraux, que ce soit Abdou Diallo ou Alessandro Florenzi. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, messieurs, sur le premier but et le dégagement, Florenzi et son placement, c'est un peu bancal. C'était vraiment un gros souci cette saison, le problème des latéraux, entre la blessure de Bernat à gauche, où il a fallu bricoler toute la saison, un coup Kurzawa, un coup Becker, cher au cœur de Nicolas, et un coup Abdou Diallo, dont ce n'est pas vraiment le poste. Hier, c'était particulièrement difficile, peut-être plus pour Florenzi que Diallo, Yacine. Ouais, alors juste une chose, Mousse, le premier changement de Pochettino, c'est à la 62e. C'est Herrera et c'est Keane et Draxler qui rentrent et c'est Herrera et Icardi qui sortent. Ah pardon, oui, tu as raison. J'avais oublié de noter celui-là, pardon, excusez-moi. Tu as bien fait de le souligner, pardon. Donc, ouais, les latéraux, ça fait pas cette année, ça fait
Ça fait trop longtemps, en fait. Depuis quand le PSG n'a pas eu un latéral qui ressemble à un latéral? Et alors, à gauche, en fait, à gauche, on s'en sort plutôt bien parce qu'il y a eu Maxwell. Il y a eu l'épisode Kurzawa, Berchiche, et puis il y a eu. Et t'as oublié Lucas Digne. Ouais, mais il y avait Maxwell. Et il y a eu Bernat, en fait. Donc, évidemment qu'en dehors de Bernat, il n'y a pas de latéraux digne de la Ligue des Champions. Et à droite, c'est pire. À droite, il n'y en a pas du tout, en fait. À droite, on a Kerrer, Dagba, Florenzi. Avant ça, on a eu Meunier. Avant ça, on a eu Aurier. Bref. Hein Van der Wiel. Van der Wiel. On a eu Dani Alves en fin de carrière. Donc, ouais, c'est un problème. Mais parce que, en fait, c'est un problème à cause de la politique sportive. Alors moi, je veux bien, hein, puisque il paraît que... je suis désolé, je le dirai une dernière fois, parce qu'après, de toute façon, la saison va être terminée. Il faudra pas ouvrir vos bouches quand Neymar et Mbappé vont vous qualifier pour la finale. Bah, effectivement, on est tranquille de ce côté-là. C'est souvent ce qu'on nous répond lorsqu'on émet des critiques sur Mbappé ou Neymar. Voilà. On nous dit, voilà, si jamais ils sont en finale, nous, on n'a pas le droit de parler. Voilà, mais en l'occurrence, c'est un argument quand même. On a toujours le droit de parler. Bah oui. Mais par contre, c'est vous qui allez la fermer, parce qu'en fait, tout simplement, quand tu fais une politique où tu mets 400 millions sur 2 joueurs aussi potentiellement forts soient-ils, bah, tu te plombes tout. Voilà, 400 millions, c'est pas rien. 400 millions, bah déjà avec Neymar, t'achetais, par exemple, t'as l'équivalent de De Bruyne, Mahrez, Gundogan, quoi. Voilà, t'as 3 joueurs. T'as 3 joueurs d'équipe pour le prix du seul Neymar. Donc moi, je veux bien qu'on m'explique qu'il fallait les prendre, que voilà. Mais le problème, c'est qu'en plus, tu les prends et t'es à genoux devant eux. Donc, rappelez-vous, l'été dernier, on a parlé des latéraux. On a parlé des latéraux qui coûtaient environ 25 millions. En fait, Paris ne peut plus le faire. Ouais, 25, c'est gentil, hein. 25, si, le c'était 25. Qui ça? Bellerin, c'était 25-30. Les latéraux. Ouais, mais je te parle vraiment. Alors, oui, tu parles de Bellerin et c'est sans doute le prix qu'il vaut. Moi, je te parlais des joueurs encore voilà, au-dessus. Tu vois, au-dessus. Oui, mais déjà, Bellerin, aujourd'hui, c'est au-dessus de tout ce qu'on a. Je parle dans la hiérarchie des latéraux en Europe. Bellerin, c'est pas le numéro 1. Tu vois, c'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est ça. Et c'est au-dessus de ce que tu as aujourd'hui. Oui, sans doute. Donc, le truc, c'est que déjà, 25, tu les as même pas pour les faire. Donc, en fait, ta politique sportive, elle est plombée. Moi, je veux bien qu'on m'explique plein de choses. Mais quand tu as recruté Gay 40, Paredes 40, à peu près, hein, on va pas chipoter sur les millions, Kerrer 40, Diallo 35, 400 sur Mbappé et Neymar. Donc, tu as 6 joueurs, tu as claqué pratiquement 650 millions d'euros. Et après, on t'explique qu'on ne peut pas faire d'équipe. Ben, c'est bien sûr que tu peux faire une équipe. Mais utilise ton argent normalement, de façon cohérente, avec une vraie politique sportive. Et là, tu as bien vu en fait que les latéraux, on considère toujours un peu dans le foot. Alors, c'est très bizarre parce que c'est un poste important, mais on a l'impression qu'on peut toujours compenser. En fait, tu te rends compte que non, tu ne peux pas compenser. Et tu vois bien en face que même Walker, qui n'est pas un des plus grands latérales non plus du monde, bah, dans une équipe cohérente et un mec qui joue sur ses qualités, bah, en fait, c'est déjà quelque chose de correct. Et je ne te parle même pas de Zinchenko. Parce que carrément, le City, eux, ils se permettent carrément d'avoir à gauche, enfin, d'utiliser Cancelo à gauche, mais donc d'avoir 2 vrais profils différents. Un profil plutôt défensif, costaud, solide, et un profil plus offensif. Donc, voilà, ça s'appelle la politique sportive. Nicolas, toujours sur les latéraux, on avait vu Dagba faire plutôt un bon match face au Bayern de Munich. Et on a senti aussi que Florenzi, même sur ses derniers matchs, physiquement, on l'a souvent dit, hein, c'est toujours compliqué, et notamment à partir de la seconde période. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu... Alors, c'est vrai que Dagba revenait plus ou moins de blessure, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu, mais est-ce que quand on est coach et on voit que son latéral droit souffre physiquement et a parfois aussi quelques lacunes, est-ce qu'il n'aurait pas fallu plutôt démarrer avec même s'il apporte moins offensivement que Florenzi, est-ce qu'il n'aurait peut-être pas fallu démarrer avec Dagba, ou en tout cas peut-être à ce moment-là le faire rentrer directement à la seconde mi-temps, Nico? Ouais, je vous rappelle que Dagba, on lui a craché dessus parce que c'est pas non plus un
Enfin, on va pas faire non plus de Dagba la C'est pour solution. ça que je faisais référence à son match au Bayern. Hein. Oui, oui. Voilà. Dagba, c'est pas non plus un super élément, faut être honnête. Après, ce qui est gênant avec les latéraux du PSG, c'est que il y en a aucun aujourd'hui qui correspond à ce que tu attends d'eux. Parce que le jeu du PSG aujourd'hui, sur l'équipe type, sur le papier, c'est Bernat à gauche et Florenzi à droite. À savoir deux latéraux quand même ultra offensifs, avec du ballon et capable effectivement de combiner, de rentrer, de centrer. Sauf que le jeu du PSG aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, le jeu du PSG, c'est un numéro de solo du maître à jouer qui va éventuellement lancer Mbappé en profondeur, mais tu n'as plus de jeu sur les côtés, tu n'as plus de dédoublement, les appels des latéraux sont jamais servis dans le bon tempo, et encore quand ils sont servis. Donc tu n'as plus ce jeu-là. Donc aujourd'hui, tu n'as quasiment plus besoin d'avoir ces profils-là. Donc tu as besoin d'avoir deux latéraux qui vont t'apporter une solidité défensive. Et bah effectivement, quand tu vois après, quand tu les prends tous actuellement, Florenzi, on a vu hier ce que ça donnait en termes de solidité, de placement et d'intelligence dans le jeu. Match catastrophique. Dagba, je suis désolé, c'est pas beaucoup mieux. À gauche, t'as Baker. Pas de commentaire. Non, mais tu vois, voilà, c'est pas solide, on est d'accord. Ouais, ouais. Kurzawa, c'est pas solide. Alors, on attendait justement Diallo qui te donne un petit peu ce côté sécurité parce que lui, il a plus cette âme de défenseur. Sauf que Diallo, bah, il revient tout le temps de blessure et donc il est tout le temps en manque de rythme. Donc le problème des latéraux aujourd'hui, il est quand même très très vaste. C'est un chantier qui est colossal au PSG. Et non seulement tu as un problème de profil, mais tu as aussi une identité de jeu qui fait que tu as des latéraux. Moi, je veux bien qu'on mette les deux latéraux de City au jeu dans le 11 du PSG hier. Est-ce que ça serait mieux? Est-ce que franchement, ce serait mieux d'avoir des latéraux ultra bons offensivement? Ils sont jamais servis chez nous, les latéraux. Est-ce que ce serait mieux d'avoir des latéraux qui défendent pas trop bien? Bah, on l'a vu hier, non. Donc, tu vois, on a le problème, il est à la fois sur l'identité des latéraux du PSG, où effectivement, on a un gros déficit de qualité, mais on a aussi un problème dans notre projet de jeu. Qu'est-ce qu'on attend de nos latéraux? Et ça, ça va beaucoup plus loin que juste dire, bah voilà, Florenzi, il est fatigué, il est pas bon. Donc, c'est un vrai chantier, je pense, pour l'été. Il n'y a aucune raison qu'il soit réglé parce que ça fait 10 ans qu'on attend quelque chose et que ça n'arrive pas. Donc, j'ai pas le sentiment, malheureusement, que ce soit la priorité. Aujourd'hui, je pense que la priorité du club, c'est de prolonger Mbappé et Neymar. Ils ne pensent qu'à ça, quitte à se mettre encore dans le rouge financièrement. Donc, ouais, bien sûr qu'il y a un souci des latéraux. Et hier, c'est une des explications de la faillite, mais aussi bien derrière que devant, parce que tes latéraux aujourd'hui, ils défendent pas, ils attaquent pas. Donc, voilà, tu as vraiment deux joueurs aujourd'hui ils sont sur le terrain, mais tu sais pas les utiliser. Donc, voilà, c'est un vrai problème. Abdellah, même question sur les latéraux du PSG, sur leur match hier, et aussi est-ce que finalement, pour Leonardo, c'est la priorité absolue pour la saison prochaine? Et aussi, est-ce que si tu arrives à prolonger au moins Neymar, est-ce que c'est pareil, ça risque de te plomber dans tes futurs recrutements pour le mercato estival? Est-ce qu'il y a un risque, et même si tu fais les deux d'ailleurs, hein, parce que si tu fais Mbappé, si tu prolonges Mbappé et Neymar, ta masse salariale va encore exploser. Il y a un risque pour la saison prochaine de se dire, bon, on est arrivé en finale en 2020, on arrive en demi-finale en 2021, finalement, on n'a pas besoin vraiment de latéraux, Abdellah. Enfin, Bien. je te parle du discours que peut se donner la direction du PSG, quoi. Le discours de la direction du PSG, c'est qu'aujourd'hui, ils sont c'est un véritable jeu d'équilibriste. Comment tu veux prolonger Neymar? Bon, En fait, déjà là, Abdellah, ça ça marche que quand il parle pas. pose problème en ce moment. On en reparlera. Et là, tu vois? Voilà, c'est bon, mais ça coupe. Mais vas-y. Ouais, je suis désolé. En fait, il y a des travaux chez moi, comme je te l'avais dit. Et du coup, enfin, ça impacte tout, quoi. Donc, je vais faire des phrases courtes. Oui, bien évidemment qu'il faut des latéraux reprendre, pour parapher ce que disait. Est-ce qu'on a la masse salariale suffisante pour pouvoir les. Je ne pense pas. Tu m'entends là ou pas, Mousse? Ah, écoute, c'est compliqué. Je t'avoue que on entend un mot sur trois, ça c'est saccadé, c'est compliqué. Vas-y, bah, continue à tourner. Ouais, je vais essayer de trouver la Wi-Fi. Vas-y, tourne avec Yacine et Nico. Je vais essayer de trouver ma Wi-Fi parce que je capte pas à cause des travaux. Ça marche. Je te redonne la parole. Tu me fais signe dès que tu sais que ça va mieux, je te Ouais. redonne la parole. OK?
Yacine, on ne peut pas éviter le débat que tout le monde a eu, que ce soit après le match hier soir ou encore ce matin, toute la journée. Nicolas en est témoin. Il a eu quelques échanges sur notre meneur de jeu, Neymar. Il n'a pas été au rendez-vous hier, Yacine, malgré les propos qu'il avait tenus juste avant, en disant qu'il fallait mourir sur le terrain. Mais malheureusement, encore une fois, on a l'impression que les mots, il y a eu des mots, mais il n'y a pas eu les gestes, quoi. Il y a pas eu En tout cas, à partir de la deuxième mi-temps, même si en première mi-temps, c'était pas extraordinaire, mais bon, parfois, il était en mouvement, il proposait, il donnait. Et ensuite, comme d'habitude, lorsque tu es mené, que tu n'y arrives pas, il y a ce côté de Neymar qu'on n'aime pas beaucoup, où d'une, il cherche à créer l'exploit tout seul, et de deux, il s'agace assez facilement. Et ça aurait pu lui aussi, ça aurait pu être plus grave et lui aussi aurait pu écoper d'un carton comme Verratti. On reviendra aussi sur le cas Verratti. Mais clairement, hier, Neymar n'a pas été au niveau. Ouais, il n'est pas au niveau, il est pas au niveau, mais de toute façon, il n'est pas au niveau parce qu'en fait, il joue tout seul. Parce que on a l'impression d'un joueur qui joue un five, il fait que des 1 contre 1, il ralentit le ballon, il ralentit le jeu, il multiplie les touches, il va dans les duels pour rien du tout. Il donne pas pour bouger, il donne quand il peut plus rien faire. Franchement, c'est insupportable. Moi, franchement, je l'ai dit 1000 fois. Moi, ça me fait mal au cœur. Euh, mais c'était pareil avec Ben Arfa et tout. Moi, ça me fait mal au cœur. Moi qui aime le foot, ça me fait mal au cœur de parler comme ça de ces joueurs-là. D'accord? D'être obligé de te dire qu'à un moment donné, tu préfères un joueur avec moins de ballons, moins de talent, mais qui va faire le taf. Voilà. Ça me fait mal au cœur. Maintenant, à un moment donné, quand les mecs ne veulent pas comprendre, mais il n'y a pas de pitié à avoir. Je veux dire, tu es payé 30 millions d'euros par an pour faire ça. Donc, je redis ce que j'ai dit à chaque fois. Quels sont les matchs où Neymar a été bon en respectant le jeu? Il n'y en a pas 10. Quels sont les matchs où Neymar a pris les choses en main et a été décisif? Il n'y en a pas 10. Et ensuite, moi, j'aimerais comprendre une chose, mais qu'est-ce que c'est que ce vestiaire? Qu'est-ce que c'est que cette équipe? Mais comment personne ne peut lui dire un mot? Comment personne ne peut à la mi-temps l'attraper et lui dire écoute, s'il te plaît, arrête maintenant, parce que vraiment, je vais te taper là. Là, je vais te frapper là. Allez, tu recommences. Non, mais je te dis. Il a raison. Yacine, si je puis me permettre, je peux te couper 2 secondes. Ouais. Je peux. Non, mais il a raison, Yacine. Il vient de poser c'est quelque chose d'important, ce qu'il dit. On attendait Leonardo comme le Messi. Voilà, je vais serrer la vis, etc. Je vais revenir, je vais remettre de l'ordre dans la maison, etc. Mais en fait, rien n'a changé. Mais il a raison. Neymar fait ce qu'il veut au sein du club. Il fait ce qu'il veut du début à la fin. Quand il est revenu, qu'il nous a fait son caca nerveux à l'été, l'été dernier avant de retourner à Barcelone. Voilà, il est revenu, voilà, la queue entre les jambes, etc. Leonardo a mis un petit coup de vis, mais en fait, voilà, il a rien changé. Il a définitivement rien changé. Est-ce qu'il y a quelqu'un au sein de ce club qui est capable de remettre de l'ordre au sein du vestiaire? Leonardo a tenté de le faire, mais il semble que les joueurs continuent à faire plus ou moins ce qu'ils veulent. Et il a raison quand il parle de Neymar. On est incapable de le museler, que ce soit en dehors ou sur le terrain. Sur le terrain, tu ne muselles pas Neymar. Il n'y a pas d'aboyeur sur le terrain. Marquinhos, bien évidemment, on peut dire, voilà, c'est un bon capitaine courage, etc. Mais personne n'est capable de contrôler, d'encadrer ou de calmer Neymar. Que ce soit Pochettino, que ce soit Nasser Al-Khelaifi, que ce soit Leonardo ou que ce soit ses compères au sein de l'effectif. Bien évidemment qu'il y a un problème. En revanche, voilà, je ne vais pas m'étaler. Voilà, tout à l'heure, Yacine disait à l'instant que voilà, il y avait 10 matchs. Non, il en a fait beaucoup plus que ça. Il a rapporté beaucoup plus de points que ça, notamment au niveau du Final 8. Et voilà, il a quand même fait la différence sur quelques matchs importants en début de saison et en fin de saison dernière. Donc voilà, bien évidemment, on en attend plus de joueurs là. Mais voilà, faut pas non plus dresser un tableau trop noir de ce qu'est Neymar au PSG. Nico, je reviens vers toi. Tu voulais finir, pardon, vas-y. Mousse, par rapport à ça. Le truc, c'est que avant que les gens s'enflamment en disant ouais, t'es éducateur, machin et tout. Et là, je parle pas là des côtés éducateur, machin. Je parle de ce qu'est un vestiaire de football. Et juste pour que les gens comprennent bien, même si tout ne sort pas toujours, dans les vestiaires, ça arrive dans tous les clubs, dans tous les grands clubs.
et notamment au Bayern, si ça s'appelle le FC Hollywood, c'est qu'il y a des raisons. À l'époque des Effenberg, etc. C'est des choses qui arrivent. Hein. Ce que je dis, je ne suis pas en train de dire ouais, après. Uniquement au PSG, ça arrive aussi dans Ouais, d'autres. et puis c'est pas la peine de dire ah ouais, Racaille Football Club, je sais pas quoi, machin. C'est rien à voir. C'est que de temps en temps, dans les vestiaires, ça explose. Lizarazu, il s'est battu avec Mataos au Bayern. Ça les a pas empêchés de gagner la Ligue des Champions ensemble. Donc, je veux dire, à un moment donné, c'est ce qui se passe dans un vestiaire. Et quand toi, tu te déchires, tu vois, Et là, même dans les équipes nationales, hein, ça existe. Je me rappelle des Pays-Bas où c'était très chaud à un moment aussi. Ouais. la sortie de Gay après son expulsion à l'aller, quand tu cours à un moment donné, tu tapes. Gay, ce qu'il dit, c'est bien. Mais tu vois, c'est à un moment donné dans le vestiaire qu'il faut le dire à la mi-temps. Moi, je vais courir pour vous, moi. C'est-à-dire que moi, je cours, je te récupère les ballons, toi, tu t'amuses, et moi, je cours. Mais toi, t'es fou. Voilà, toi, t'es fou. Donc, Gay, il le dit parce qu'il est énervé, il prend son rouge à cause de tout ça et qu'il le dit comme ça en sortant sur les nerfs. Mais en fait, c'est ça qu'on attend dans le vestiaire. C'est à un moment donné de mettre les joueurs devant leurs responsabilités. Tu vois. Et là, il y a 2 joueurs à qui on ne peut rien dire. Voilà. Nicolas, j'ai vu quelques échanges ce matin sur Twitter et tu expliquais justement que dans un collectif, Neymar, c'est compliqué. C'est un joueur au contraire qui empêche d'avoir un collectif parce qu'il vampirise les ballons et qui fait un peu ce qu'il veut. C'est évidemment le sentiment qu'on a eu hier soir. Donc tu maintiens quand même, Nicolas, que à chaque fois qu'on a vu le PSG et notamment face à Barcelone, sans Neymar, le collectif est mieux huilé, ou en tout cas, on sent plus une équipe collective que lorsqu'il est là, même si, évidemment, que c'est un joueur important, Neymar, et que en termes de talent pur, il surclasse peut-être tout l'effectif du PSG. Mais dans les confrontations où on a besoin d'un collectif fort, malheureusement, quand il est dans un mauvais jour, Neymar, il plombe le collectif. En fait, hier, on a vu la différence entre 2 projets. On a les 2 clubs les plus riches d'Europe, qui ont dépensé le plus depuis 5-6 ans. Et on voit 2 approches. À City, ils ont bâti autour d'un entraîneur, d'un projet de jeu, avec un Guardiola qui a mis en place ses idées et qui fait venir régulièrement tous les ans les joueurs qui vont rentrer dans son schéma. Ça, c'est un projet. Ça porte ses fruits, même si on a vu que City n'a toujours pas joué une finale de Ligue des Champions. Enfin, maintenant, ça va être le cas. Mais voilà, au moins, on a une idée du projet net. Paris, aujourd'hui, le projet, c'est Neymar Mbappé. Voilà, c'est-à-dire qu'on a acheté 2 pépites, 2 joueurs qui sont bankable au maximum, et puis on va surfer dessus parce qu'on sait que ça va augmenter les réseaux sociaux, augmenter la notoriété à l'étranger, faire vendre des maillots. Et puis après, on donne à un entraîneur le vestiaire, on lui dit bah maintenant tu te démerdes pour faire une équipe autour de ces 2-là. Sauf qu'en plus de ça, on a expliqué que ces 2 joueurs-là, ils étaient intouchables. C'est-à-dire que tu ne peux pas sortir Mbappé d'un match parce que sinon il te fait un caca nerveux pendant 10 minutes devant le banc de touche. Tu ne peux pas sortir Neymar parce que sinon il va aller pleurnicher sur les réseaux sociaux et puis il ne va pas accepter de prolonger son contrat. Et donc tu as un entraîneur qui est censé faire une équipe avec ça. Aujourd'hui, Neymar, parce qu'on va parler de lui, sur le terrain, et je suis d'accord avec Yacine, qu'est-ce qui t'a apporté dans le jeu de ton équipe depuis 4 ans? En quoi Neymar a fait progresser le PSG collectivement? Alors oui, là ce matin, il y en a un qui m'a expliqué Neymar, c'est le meilleur mec en 1 contre 1 du monde. Super, mais ça nous fait une belle jambe. C'est con, c'est que le foot, c'est pas 1 contre 1. Il y a 10 autres mecs à côté de toi. C'est con. Quoi. Non, mais c'est con, toi, il y aurait concours de dribble, on gagnerait la Ligue des Champions tous les ans avec Neymar. Putain, c'est con, non, c'est pas ça le football. Le football, c'est 11 joueurs autour. Et moi, ce que je vois, et je le redis, même s'il y en a qui m'insultent et qui ne comprennent pas, je dis que le PSG collectivement joue mieux sans Neymar. Je suis désolé, c'est un fait. Tu regardes tous les matchs où il n'y a pas eu Neymar sur le terrain. Il y a des mecs qui jouent plus en groupe. Tu as un bloc, tu as de la fluidité, ça respecte le jeu. Tu as l'impression, Nico, que même ça change l'attitude de certains joueurs quand il est pas là. Ça change tout. Libérés, plus, Mais déjà, quand tu as un latéral qui fait un appel, et ben le mec qui joue à la place de Neymar, il va donner le ballon parce que le jeu réclame le ballon. Neymar, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder qui a fait l'appel. Il va voir que c'est Diallo, que c'est Bakker ou que c'est Icardi. Il va dire, ces mecs-là, je les aime pas trop parce qu'ils sont moins bons que moi et qu'ils vont peut-être perdre le ballon, donc je donne pas le ballon. Et hier, c'est ce qu'on a vu. Le nombre de ballons
qui doit être donné à gauche sur un Diallo tout seul, il n'arrive jamais parce que Monsieur Neymar ne veut pas donner le ballon, parce qu'il sait qu'il va parvenir là où il veut et que donc il impose son tempo, sa manière de jouer. Sauf que la manière de jouer de Neymar, c'est je prends le ballon, il y en a 5 autour de moi, je dribble, je dribble. Je ne fais que ça. Et hier, tu ne mets pas Neymar, tu mets Draxler à la place, je suis sûr que le PSG fait un meilleur match. Parce que ce mec-là vampirise le ballon et te bute le collectif doucement, à son rythme, et on ne lui dit rien, effectivement, comme vous le dites précisément. Donc moi, aujourd'hui, quand j'apprends qu'on va essayer de le prolonger avec toujours 35 millions d'euros par an, et ben ça me fait chier, parce que Neymar, il a 30 ans, qu'il ne va pas changer, que Neymar, dans 3 ans ou 4 ans, ce sera le même, avec même encore moins de physique. Donc déjà que vous le trouvez chiant aujourd'hui, je vous donne rendez-vous en 2024 ou en 2025, on en reparlera. Là, vous aurez envie de le brûler, Neymar. Il va vous rendre fou. Parce qu'il ne changera pas de jeu et que ça va aller de plus en plus dans l'individualité. Ce mec-là ne pense qu'à sa gueule. Il est incapable de s'inscrire dans un collectif. Il faut que les gens le comprennent. Alors oui, c'est un magnifique footballeur. Que de temps en temps, il est beau. De temps en temps, il se met dans un rythme où ça marche bien. Et que dans ce cas-là, il est formidable. Mais en 4 ans au PSG, déjà, je rappelle qu'il a joué 50% des matchs. Alors, ça, moi, nous n'oublions pas. Parce que je veux bien qu'on dise c'est pas de sa faute. Voilà, on a payé un mec à mi-temps. Et sur les mi-temps qui restent, eh ben, il y a effectivement de temps en temps 1 ou 2 matchs où il est grand. Mais c'est pas suffisant. Et moi aujourd'hui, si tu me dis on dégage Neymar et on prend De Bruyne, je dis oui. Si demain on me dit on dégage Neymar et on prend un mec du Bayern du milieu, un mec un peu plus besogneux ou un Kimmich, je dis oui, mais 1000 fois, et même si tu perds de l'argent. Voilà, Neymar aujourd'hui ne te fera pas franchir ce fameux palier dans le jeu. Par contre, on a vendu des maillots, il n'y a pas de souci, on est connu dans le monde, merci Neymar. Mais maintenant, il faut le vendre, et si on doit en garder un des deux, parce que tu ne continueras pas avec les deux, c'est une connerie absolue, il faut vendre un des deux, et si moi je pouvais choisir, je laisserais partir Neymar tout de suite. Tu le vends au Barça, en plus tu leur plombes les finances pendant 10 ans, donc c'est très bien. Mais continuer avec Neymar aujourd'hui, c'est une connerie. Et je termine juste avec une chose, tous ceux qui viennent avec leur chemin du roi de mes deux, avec Neymar, le plus grand joueur du monde qui connaît rien au football, ne venez même plus me parler, parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, vous me cassez les couilles, Neymar aujourd'hui, c'est plus possible au PSG. On a vu hier le Neymar sur le match aller-retour. Voilà, il est là, votre grand Neymar, qui va vous amener vers les sommets. Bah voilà, voilà le sommet où il nous a amenés. On était sur le sommet, mais voilà, il est comme ça le sommet de Neymar. Bon, bah, c'était au tour de Nicolas de dégoupiller. En plus, je dégoupille pas, je suis super calme. Finalement, c'est Nico. Et le pire, c'est que je suis même pas énervé parce que ça fait. Quand il a fait son caca nerveux, comme vous en avez parlé il y a 2 ans, là, en 2019, il voulait se casser. Moi, j'avais fait un édito pour Paris United, c'est une des premières fois que j'écrivais et j'avais expliqué. Moi, j'étais au parc ce jour-là contre Strasbourg et je l'avais sifflé, ce mec-là. Parce que quand on donne autant de choses dans un club, quand on te déroule le tapis rouge et qu'au bout de 2 ans, tu nous fais un caca nerveux parce que tu as été blessé 2 fois, c'était déjà une honte en soi. C'était déjà une honte. Donc voilà, moi, Neymar, ça fait longtemps que j'ai cet avis sur lui. Je n'aime pas ce qu'il donne sur un terrain, je n'aime pas son attitude, je n'aime pas sa manière de chialer dès qu'on le touche. Alors il est beau, il est grand, et puis alors, dernière chose, par pitié qu'il ne tire plus un coup franc, parce que j'en ai marre aussi des coups francs de Neymar. La dernière fois qu'il a mis un coup franc direct, c'était contre nous, c'était avec le Barça quasiment. Donc arrêtez de lui donner tous les coups francs, voilà aussi, arrêtez. Parfait, Nico. Abdellah, je reviens vers toi. Alors, t'avais déjà donné ton avis sur Neymar. Moi, je voudrais parler d'un autre joueur. Si tu veux ajouter un mot, tu me le dis, vas-y. Vous êtes chaud sur Neymar, là. C'est un sujet. Alors, dans les podcasts de Paris United, c'est un sujet qui est très brûlant. Les gars, si je peux me permettre, juste, je ne vais pas rentrer dans les détails. Après, Abdellah, si tu as une autre position et que tu veux défendre Neymar, évidemment que tu es le bienvenu. Non, bien sûr, je vous écoutais là, c'est Jeanne d'Arc. Non, mais il faut le brûler demain. Non, mais là, je vous écoute. Ça suffira. Comment? T'as dit quoi, Yacine? Pour le vendre, ça suffira. Ouais, mais oui, pour le vendre, déjà, il va falloir l'acheter. il va falloir. Tu as un autre avis, Abdellah, sur Neymar, et tu penses que tous les mots dus au PSG ne sont pas. Enfin, tous les mots du PSG ne sont pas dus à Neymar. Attention, je suis loin d'être aussi sévère que Nico. C'est son avis, c'est son opinion. Y a aucun, je ne la partage pas entièrement. Le chemin du roi, etc. Moi, ça ne m'intéresse pas tous ces trucs-là. Ça, c'est un truc de supporter, ça on met ça de côté. En revanche, pour parler un peu plus sérieusement, je pense que le problème est beaucoup plus complexe autour de Neymar. Je vous rappelle tout simplement que quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, la première des choses qu'il a commencé, qu'il n'a pas compris au sein du club, c'est le manque de hiérarchie au sein du vestiaire. Pourquoi les gamins viennent le tancer?
pourquoi on ne respecte pas la hiérarchie comme celle qu'il y avait dans le vestiaire de Barcelone? C'est ce qu'il n'a pas saisi. Elle fait, mais pourquoi on ne me respecte pas comment dire, à la hauteur de ce que je suis, de ce que je représente? Voilà, comme moi j'ai respecté Messi à l'époque où j'étais à Barcelone. Les jeunes, pourquoi ils ne me respectent pas ici? Déjà, les dés étaient pipés à l'avance. À côté de ça, tu as une direction qui lui a donné, qui lui a tendu la main comme pas deux. Donc forcément, dès le départ, en fait, les dés étaient pipés concernant Neymar. Moi, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que c'est un joueur extraordinaire, mais pour lequel il faut un collectif. Un collectif qui n'existe pas aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Et tu l'as vu, vous l'avez vu, comme il s'agace sur le terrain, lui et Mbappé, qui s'agace parce qu'on n'a pas de latéraux, on n'a pas de milieu, on n'a pas de rampe de lancement, on n'a pas de milieu relayeur. Ils sont obligés de systématiquement. Mais ça les agace, ça les rend fous. Est-ce qu'il existait les mêmes problèmes à Barcelone avec Neymar? Non, parce qu'il y avait des joueurs de meilleure facture autour de lui. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas faire la même chose avec ce PSG-là qui est beaucoup trop disparate en termes d'effectifs, beaucoup trop hétérogène. Il ne peut pas faire tout seul. Mais bien évidemment qu'il est agaçant, qu'il est énervant, qu'on a envie de le secouer, qu'on a envie de lui dire vas-y, barre-toi avec tes 30 millions. Mais je te promets qu'avec des joueurs de meilleure facture, avec des latéraux de meilleure composition et avec des milieux de plus haut niveau, je te promets qu'il se régalerait. Et je te promets qu'il nous régalerait. Et je te promets ouais. Abdallah, moi Ouais. juste, tu sais que si j'avais joué avec Xavi, je te jure que j'aurais été un meilleur joueur. Ah non, moi je te le dis. Hein. Et tu m'aurais mis défenseur central avec Ramos. Oui, non, je mais suis sûr qu'un très bien bon sûr, défenseur je suis central. d'accord avec toi, mais regarde Yacine, on a des joueurs de second, mais voire je- troisième zone, des seconds couteaux. Je ne dis pas que tu as tort. Je dis Ouais, que cette ouais. excuse-là, elle ne peut pas tenir dans le sens où c'est toujours facile de dire bah oui, avec Xavi, mais même Messi avec Xavi et Iniesta, il Ou était avec meilleur. d'autres, Yacine, avec d'autres joueurs. Mais- On joue avec du Dagba, du Florenzi, on Ah joue oui, avec des joueurs qui ne sont pas à la hauteur de ce Paris Saint-Germain. mais C'est d'accord. t'es d'accord avec moi? Ronaldo, il joue avec Ramsey, avec comment il s'appelle? Quadrado, latéral droit. Ah Mais ça oui, n'empêche pas de. Non, mais voilà, à un moment donné. Non, mais écoute, moi, je te dis, le football, c'est une chose. L'attitude, c'est l'attitude qui non. va pas. C'est-à-dire que l'histoire de dire je donne pas le ballon à Bakker parce que Ah oui, je vais pas le oui, revoir, ou je dribble tout le monde parce que vous oui. êtes nuls, mais ça, c'est un truc de Mais là-dessus, football de haut niveau. Yacine et Nicolas, je suis entièrement d'accord avec vous. Je vous ai dit tout à l'heure les limites de ce gamin, enfin de ce gamin qui a 29 balais maintenant et qui en aura bientôt 30, c'est qu'il s'agace très rapidement. C'est-à-dire que quand les choses ne tournent pas bien autour de lui, Ça, il veut oui. prendre les choses entre. Et Ça, là, je suis entièrement d'accord avec vous. Maintenant, Je ne veux pas le voir quand il est comme ça. Je le Maintenant. déteste. C'est la face sombre de Neymar qu'on déteste voir. Bien Là, sûr. je suis d'accord avec vous. Maintenant, juste pour terminer là-dessus, quoi qu'il arrive, moi, je change pas de toute façon d'avis que il faut les laisser partir les deux et reconstruire un collectif parce que le football, c'est un sport collectif. Et pour tous ceux qui, à chaque fois, disent avec Neymar, avec truc, en attendant, sur les 4 dernières Ligues des Champions, les 4 équipes qui ont gagné la Ligue des Champions, elles n'avaient ni Mbappé ni Neymar. D'accord? Donc, arrêtez de nous dire, oh, sans eux, on ne la gagnera pas, c'est des conneries. C'est-à-dire que si tu construis un projet politique sportif et un projet commun, collectif, avec une idée derrière, tu peux la gagner avec des champions. Ce n'est pas une question de juste Neymar et Mbappé. Sinon, tout le monde se battrait pour avoir juste Neymar et Mbappé. Mais la dernière chose, c'est qu'il ne faudra jamais, jamais, jamais oublier d'exonérer le club de son comportement. Là, je suis d'accord. Là. Le club n'est pas bien géré. Que ce soit par Leonardo. Leonardo, il y a des choses bien, hein. Attention, moi je suis pas. Moi je suis ni. Yacine, il faut qu'on accélère là-dessus parce que oui, juste, mais je suis obligé de finir. Et qu'on a d'autres sujets à aborder, notamment Verratti, la gestion des émotions. Ah, mais Mousse, là, ce qu'il dit, il pointe du doigt quelque chose d'hyper important. Mais il y a un timing à tenir quand même. Et on a fait juste parce qu'en fait, pourquoi on est obligé? Parce que, ok, aujourd'hui, on va tomber sur un sujet sur lequel on pourra revenir. Oui, bien sûr. Mais juste pourquoi aujourd'hui? Parce qu'on va tomber sur Neymar et il n'y a pas de problème. Ouais, voilà. C'est lui qui est sur le terrain. Mais en fait, c'est l'exemple que je prends tout le temps avec l'enfant gâté, les parents, etc. À un moment donné, le club, quand il te donne tout ça, qu'il te met au-dessus de l'entraîneur, qu'il te met au-dessus de l'institution, qu'il te laisse gérer le timing de ta prolongation. En fait, à un moment donné, c'est le retour de bâton. Donc, tu n'as que ce que tu mérites. C'est pour ça que je dis à un moment donné, dans la situation où est le PSG, il faut s'en séparer en disant
à partir de demain, on se sépare des deux grosses stars, etc., médiatiques, tout ce que tu veux. Et on repart sur un vrai projet collectif où le PSG est l'entité numéro 1 et les joueurs qui viendront, ils se plieront aux règles du PSG et pas à leurs propres règles à eux. Voilà. Le message est passé, Yacine. Je voulais qu'on parle aussi d'un autre joueur hier qui avait, jusqu'à l'expulsion d'Ima, je trouvais, avait fait plutôt un bon match, qui avait touché beaucoup de ballons, qui a beaucoup couru aussi. C'est Marco Verratti, Nico. Un mot sur son match d'hier. Est-ce que tu trouves qu'il a fait plutôt un bon match jusqu'à l'expulsion de Di Maria, son positionnement, le fait qu'il redescende bien bas pour toucher aussi des ballons. Qu'est-ce que tu as pensé? Parce qu'il lui aussi a beaucoup été critiqué, que ce soit devant les médias ou par les supporters du Paris Saint-Germain. Ton avis, toi, sur la prestation de Marco Verratti hier? Surtout, ce qu'on voit, c'est que, et je suis d'accord avec Abdella, c'est pas un numéro 10, il le sera jamais, et qu'il est bien meilleur sur une position plus basse. Après, je trouve qu'hier, il fait du Verratti pendant plus d'une heure, c'est-à-dire qu'il ne perd pas beaucoup de ballons, voire même pas du tout. Il est intéressant dans cette conservation, dans cette manière de pouvoir imposer un peu ton rythme à l'adversaire, donc ça, c'est important. Après, encore une fois, c'est un profil à part, Verratti. C'est sûr que sur le match d'hier, tu as peut-être plus besoin d'un milieu box-to-box, mais il n'y en a pas dans l'effectif, donc le problème ne se pose pas. Je trouve pas qu'il fait un mauvais match jusqu'à l'expulsion. Après, par contre, ces 20 dernières minutes, elles sont grotesques. Elles sont grotesques. On parlera des sentiments, de la maîtrise des émotions tout à l'heure, mais voilà, c'est la fin de match et c'est pas possible de se comporter comme ça sur un terrain. Et il y a un moment où c'est pareil, il faut grandir. On se plaint de Neymar qui grandira pas dans le jeu. Bah, Verratti, lui, je pense qu'il grandira jamais dans son comportement et c'est dommage parce que là-dessus, il perd beaucoup d'influx, beaucoup d'impact sur le jeu. Il sort complètement de son match. Les 20 dernières minutes, c'est comme s'il était plus là en fait. Donc c'est aberrant ce genre de comportement. Après, voilà, encore une fois, dans le jeu, moi je pense quand même qu'hier il fait un match plus que convenable. Il fait du bien dans la possession, dans la conservation. On a quand même fini le match avec plus de possession que City, hein, je vous rappelle, en ayant joué 20 minutes à 10. Et Donc je c'est crois qu'il pas reste d'ailleurs, mais continue, du coup, je vais essayer de te retrouver c'est 56%, je crois, de mémoire de possession. Alors, ça veut. 56% C'est de ça, ouais. possession et le PSG a effectué 582 passes contre 469 pour City. Donc voilà, bon après, la possession, c'est pas quelque chose qui t'offre la victoire, hein, évidemment, mais ça veut dire quelque chose, voilà. Ça veut dire quand même que tu as de la maîtrise. Et cette maîtrise-là, au milieu, franchement, c'est Verratti qui te l'apporte hier, hein. Franchement, encore une fois, voilà, à part ces 20 dernières minutes où il sort du match, le reste, je trouve que c'est 20 minutes cohérentes par rapport à ce qu'il propose, même si moi, je regrette toujours que dès qu'il est à moins de 20 mètres, il n'ait pas l'idée de tirer, parce qu'à un moment, il y a une occasion où c'est pareil, il a le ballon et je comprends pas voilà, le but, il est devant lui, il va chercher côté gauche, un truc impossible. Mais ça, c'est pareil, on ne le changera jamais. Donc voilà, plutôt match moyen plus. Abdella sur Verratti? Bon, tu connais ma position sur Verratti, enfin les autres la connaissent peut-être pas. Moi, c'est un joueur que je trouve extraordinaire, bien évidemment. Voilà, ça fait 8 ans qu'il est au club. Certains lui tireront dessus parce que voilà, ils le compareront systématiquement au grand milieu de terrain de notre époque, à la De Bruyne, etc. Mais ils n'ont pas le même rôle, ni le même poste voilà, au sein de cet effectif. Moi, je pense que c'est le maître à jouer. Sans ballon ou avec ballon, voilà, il est toujours là pour rééquilibrer l'équipe. Les gens qui ne sont pas initiés au football devraient de temps en temps regarder un match de Verratti sans ballon. À chaque fois qu'il y a un déséquilibre, il est systématiquement là pour replacer ses partenaires. Tu le vois systématiquement sur le terrain, que ce soit à gauche, à droite, derrière, etc. Donc oui, effectivement, hier, on reste sur notre fin. Je ne parle pas, bien évidemment, des 20 dernières minutes où toute l'équipe a pété un plomb. D'ailleurs, on aurait dû terminer à 7 ou 8. Mais non, mais pour Verratti, non, encore une fois, pour moi, c'est un joueur extraordinaire dans son rôle qui a beaucoup apporté à ce Paris Saint-Germain-là. Mais pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Neymar, encore une fois, il lui manque peut-être voilà, un garde-fou autour de lui, voilà, une véritable voiture balai autour de lui ou quelqu'un qui pourrait l'aider peut-être à s'affirmer davantage. Voilà, Pochettino a décidé de le monter un petit peu et on voit que c'est pas son jeu. Il n'arrive pas à tirer au but ou il ne tire que très rarement. Il est passé à côté de 2-3 buts. Voilà, enfin voilà, ce pied d'une semelle là que voilà, je ne sais plus, c'était sur la passe d'Mbappé, je crois, je me souviens plus. Là, très récemment. Donc encore une fois, là, si tu devais me demander voilà ce que je pensais de Verratti, un peu frustré parce que je pense qu'il mérite
tellement mieux au regard de son talent. Il mérite beaucoup mieux. Yacine, un mot sur Verratti, même si tout le monde connaît ton avis sur ces joueurs, mais je voudrais aussi englober, on va finir là-dessus, décidément. Aussi sur Di Maria qui a fait plutôt un bon match jusqu'à ce qu'il dégoupille et qu'il se fasse expulser. Les deux, pour moi, ont fait un bon match hier plutôt jusqu'à le carton rouge. Et c'est toujours le même problème avec la gestion des émotions chez les joueurs du PSG, en tout cas chez certains. Comment t'expliques qu'on a toujours ce même problème et qu'on prenne des cartons rouges qui sont souvent dus à de la frustration. Encore une fois, Di Maria hier, il fait plutôt un bon match. Alors c'est vrai que Fernandinho il joue bien le coup, tout le match il a provoqué, mais je trouvais qu'il avait fait intelligemment parce qu'il se faisait jamais prendre par l'arbitre. Et chez nous, on n'est pas capable de ça en vérité, tu vois. C'est-à-dire qu'un joueur comme Paredes qui a du caractère, qui lui aussi met des coups et qui est entre guillemets une salope, mais c'est vraiment entre guillemets, tout le monde sait ce que ça veut dire dans un terrain de foot. C'est-à-dire quelqu'un qui va provoquer intelligemment, qui va mettre des coups, mais chez nous, c'est pas assez subtil. C'est toujours fait devant l'arbitre, c'est voyant. Alors que hier, Fernandinho, si on se place du côté de City, si on est supporter de City, bah, on a dû kiffer son match. Il a réussi à les faire dégoupiller et ça donne un carton rouge pour Di Maria alors qu'il reste, je crois, 25 minutes. Et on n'est pas loin aussi d'un carton rouge de Verratti qui, à partir de ce moment-là, il pète complètement un câble et qui sort de son match. C'est quoi le souci avec la gestion des émotions au Paris Saint-Germain, Yacine? Alors, juste termine sur Verratti, comme ça après c'est fait. L'histoire de Verratti, Abdallah a tout dit sur le jeu et tout. Moi, je vais juste dire un truc, et franchement, c'est quelque chose qui m'énerve de plus en plus. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui répètent les bêtises qui sont dites dans des médias qui ont de l'audience, parce que, et c'est Daniel, il le sait, parce que j'échange avec lui, et je déteste quand il fait ça, parce que en vouloir à Verratti comme ça, c'est nul. Parce qu'il y a deux choses qu'on dit quand c'est pour Verratti. Il court dans le vide. Pourtant, on nous parle de kilomètres tout le temps. Quand ça les arrange, plus couru hier dans les quand ça les arrange, le joueur qui court 12 km, c'est bien. Quand ça les arrange pas, c'est dans le vent. La deuxième chose, c'est que le foot, c'est un sport collectif. Alors, je vais dire deux choses. Quand on dit le PSG s'est qualifié en demi sans Verratti, s'est qualifié en quart sans Verratti, s'est qualifié l'année dernière en finale sans Verratti. Alors moi, je vais aller plus loin. Vous savez que Messi n'a jamais passé les demi-finales de la Ligue des Champions sans Xavi et Iniesta. Donc, qu'est-ce qu'on fait de Messi? On le dégage? C'est de la merde. Sa carrière, c'est de la merde. En fait, il a existé grâce à Xavi et Iniesta. C'est quoi cet argument tout pourri? Voilà. Ils se sont qualifiés sans. Bah ouais, Messi, il n'a jamais atteint la finale de la Ligue des Champions sans Xavi et Iniesta. Voilà. Donc, Messi, pour moi, c'est de la merde. Au même titre que Verratti. Et la dernière chose plutôt, c'est que Xavi, qui a été pour moi, un des plus grands milieux de terrain dans le rôle de Verratti, relayeur comme ça, etc. C'est un très, très bon joueur quand il commence à Barcelone. Mais quand il est exceptionnel, c'est dans le milieu Busquets, Xavi, Iniesta. Pourquoi? Parce que le football, et Reynald Denouex en parle très bien pour ceux qui aiment lire des livres et des choses sur le football, c'est des associations. C'est pas une addition de le meilleur milieu droit avec le meilleur latéral droit, ça va donner la meilleure association. C'est deux mecs qui ont des complémentarités, qui parlent le même football et qui vont donner la meilleure association que le plus grand des latérales droits avec le plus grand des milieux droits. Voilà. Ça, c'est le football. Donc, évidemment que Verratti, quand il est associé avec Mota et qu'il parle le même football, eh ben oui, il est meilleur que quand il est associé avec Herrera et Paredes. Voilà. Eh ben Messi, c'est pareil. Quand il est associé avec Neymar et Suarez, c'est un autre footballeur avec derrière lui Xavi, Iniesta, que quand il est associé avec Dembélé et Griezmann. C'est le football. Voilà. Maintenant, pour terminer sur Di Maria. Sur la gestion des émotions, j'ai une stat pour les cartons rouges. Paris a écopé de 4 cartons rouges en Ligue des Champions cette saison, au moins 2 de plus que toute autre équipe qui a participé à cette Ligue des Champions. Donc ça prouve qu'il y a un vrai problème de comportement, lorsque tu perds le match, lorsque tu sens que le match va t'échapper, ça dégénère souvent. Et là, hier, encore une fois, on aurait pu finir à 9 ou 8 avec le comportement de Neymar et de Verratti juste après l'expulsion de Di Maria. Alors, sans doute qu'il y avait un sentiment d'injustice, c'est possible, mais il va falloir apprendre à se pénaliser. En fait, le problème de ce PSG, et tu regarderas, je ne les connais pas les cartons rouges, mais ils doivent sûrement correspondre à une défaite. On l'a vu même en championnat, les cartons rouges, ils correspondent souvent à des défaites. Cette équipe ne sait pas perdre. Mais surtout, elle ne sait pas perdre
C'est-à-dire que quand elle perd, elle n'est même pas capable de se gérer pour se dire il reste encore une chance. Parce que moi, je n'ai pas été footballeur professionnel, donc évidemment, vous pouvez tous me dire qu'est-ce que tu parles, parce que qu'est-ce que tu as fait. Mais c'est vrai, qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu as fait? Voilà. Mais à un moment donné, quand tu es à la 68e minute, que tu es en Ligue des Champions, tu es mené de 2-0, tu as 3 buts à marquer. D'accord? Est-ce que dans le football, je ne te parle pas du match d'hier, est-ce que dans le football, c'est jamais arrivé? C'est déjà arrivé. Pourquoi tu ne te donnes pas les moyens d'aller jusqu'au bout? Et puis, si tu n'y arrives pas, tu es tombé sur meilleur que toi, tu n'as pas réussi à marquer. Mais cette façon de péter les plombs à la 60e, à la 65e, à la 68e, mais c'est juste un scandale. Et encore une fois, le problème, c'est que, alors ça tombe sur Di Maria, qui n'est pas coutumier du fait, euh, malheureusement, et Fernandinho, il vient bien le chercher, parce que Fernandinho, sur l'affaire, il prend rien du tout, lui, même pas un jaune. Alors que c'est lui qui vient au départ provoquer quand même. Mais pareil, ça veut dire qu'à un moment donné, tu as un coach qui doit quand même venir là taper du poing sur la table et maintenant vous la fermez. Vous jouez, vous la fermez. Les injustices, ça arrive, c'est l'histoire du foot. D'accord. Mais en fait, le PSG, c'est pareil contre Manchester, contre Lille ou contre Nantes. Quand le PSG perd, il faut justifier sa défaite par un mauvais comportement. Moi, je pense que c'est ça en vérité. C'est se cacher derrière un mauvais comportement. C'est pas du tout le pétage de plomb. Parce que je vais te dire un truc, je termine là-dessus. Quand tu veux taper un mec, tu fais pas ce qu'il a fait Di Maria. Soit tu lui en colles une bonne, soit tu fais rien. Mais le truc de à moitié, je te pousse un peu et tout ça, c'est du vent. D'ailleurs, Fernandinho. C'était un coup de pied là qu'il lui avait mis. Ouais, il lui marche un peu sur le. Ouais, il lui met un petit coup de pied, il finit sur son pied, etc. Après, évidemment que Fernandinho, tu peux lui décerner l'Oscar du meilleur acteur parce qu'il en rajoute, il en fait des tonnes. Ouais, mais nous, on a constaté que ça a marché et que ça a donné lieu à un carton rouge. Oui. Bien sûr, mais rappelez-vous quand on avait Mota. Ouais, c'est ça. Mais nous, on était contents d'avoir Mota. Et moi, j'ai parlé avec des mecs qui ont affronté Mota. Ah oui. Ils me disaient, c'est insupportable sur le terrain. Il nous rend ouf. Mais c'est fait intelligemment. Voilà. Et bah, aujourd'hui, tu n'as pas ça. Tu as des mecs qui sont là, ils pètent les plombs d'un coup. Tu sais, tu as l'impression que ce que j'avais dit sur Neymar, le mec, il va chercher son carton rouge pour dire j'ai craqué, regardez, je vais prendre mon carton rouge. C'est limite, tu vas dire à l'arbitre, s'il te plaît, mets-moi rouge. Comme ça, je sors de ce match et je ne fais pas partie de la fin. Voilà. Yacine, je vais donner la parole à Nico parce qu'il nous reste très peu de temps. Nico, je voudrais aussi ton avis sur le problème de la gestion des émotions chez les joueurs du PSG. C'est souvent les mêmes d'ailleurs. Et ensuite, on finira rapidement un mot sur Marquinhos qui pour moi a encore été exemplaire. Et il faut quand même parler des choses positives parce qu'on a parlé beaucoup de négatifs. Et se poser la question de quid de cette fin de saison. Ça peut être une saison blanche si on n'arrive pas à accrocher le championnat. Il reste une demi-finale de Coupe de France à jouer. Donc on abordera rapidement 5 minutes, chacun donnera un petit mot, mais d'abord Nicolas sur la gestion des émotions. Je vais faire une petite comparaison qui va plaire à Yacine parce qu'il nous le fait souvent, c'est les enfants gâtés. Tu sais, tu as un môme à la maison, tu lui donnes tout. Il peut se coucher à l'heure qu'il veut, il peut regarder la télé quand il veut, bouffer ce qu'il veut dans le frigo. Et puis un jour, tu vas lui dire, bah non, ce soir tu te couches à 8 heures et puis avant tu vas manger des épinards. Bah le môme, il va faire une crise, il va faire un caprice, il va gueuler, il va pas être content. PSG, c'est ça. On a des joueurs à qui on passe tout. On a des joueurs, la plupart du temps, en championnat, qui rencontrent des plots parce que les mecs, ils osent pas les toucher, les approcher, ils les respectent trop. Et puis à partir du moment où ça se passe moins bien, où tu as des mecs qui mettent des coups, mais des coups normaux, que tu vois dans un match de football toutes les semaines, bah nous, c'est pas possible. Nous, on est au-dessus de ça, on a un statut différent des autres, et donc du coup, bah, on s'excite. Hier, là, c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà. On a pété le câble sur rien, sur une provocation comme on en voit 50 par match. On a complètement, effectivement, mis de côté les 20 dernières minutes où on pouvait toujours espérer marquer un but. Tant pis, c'est pas grave, on oublie ça. Et puis, bah, on montre ce côté, on n'est pas content, on met des coups, on a, comme tu as la raison, on finit à 10, mais c'est un miracle. Parce que hier, Verratti il doit partir rapidement du terrain. Kimpembe qui prenne pas rouge sur son tacle, c'est pareil, c'est un miracle. Et donc à l'arrivée, bah, on n'apprend pas de nos erreurs, parce que ça on le fait toutes les saisons ou presque. Et puis on donne cette image d'une équipe qui ne sait pas perdre. Et Vazik derrière, ça chouine sur l'arbitrage. Il nous a mal parlé. Sérieux. Oui, j'en ai pas parlé, mais effectivement. Non, mais n'en parlons pas, parce qu'on s'en fout. Non, mais c'est juste pour le contexte, Nico, évidemment. Oui, mais tu vois. Je vais rappeler pour ceux qui peut-être n'ont pas entendu, et après je te redonne la parole. Il y a deux joueurs qui sont plaints de l'arbitre. Il y a Ander Herrera et Marco Verratti, qu'on dit hier que l'arbitre néerlandais
les avait insultés par Leandro Paredes en leur disant fuck off, fuck you, je ne sais pas très bien, ça dépend des traductions. Mais voilà, c'était juste pour remettre dans le contexte, Nico. Mais voilà, et tout ça, et derrière, tu as Leonardo qui en parle, et tu as Pochettino qui en parle, et donc ça te donne cette image encore de ce club de chialeurs, que dès que ça va pas, on va chouiner sur tout ce qui passe autour. Donc apprenez à perdre avec dignité, apprenez à finir un match aussi à 10, parce que c'est sûr que quand tu affrontes City, et qu'à l'arrivée, tu as joué en tout 25% de la double confrontation à 10 contre 11, et bah ouais, forcément, tu te compliques encore plus les choses. Donc voilà, mais continuons à entretenir cette image de club qui chiale, de club où voilà, on n'est pas content, on nous aime pas, on nous parle mal, et puis un tel il m'a fait une faute, le méchant, c'est insupportable. Et Fernandinho hier, il nous a pris Fernandinho hier, hein. Il nous a roulé en boule, il nous a piétiné, puis il nous a mis dans la poche de son short. Voilà, du début à la fin, le gars, il a fait ce qu'il voulait du milieu parisien, il les a rendus fous tout seul et ça a marché, mais je me demande même si Guardiola n'avait pas ça en tête de se dire, vas-y mon bonhomme, fais-les sortir du match, occupe-toi déjà Neymar qui a fini le match, je trouve ça incroyable. Mais je suis sûr que c'était peut-être aussi un des plans de Guardiola, de dire bah vas-y, avec toi Fernandinho, je sais que tu vas vraiment les faire chier, Bien. tu vas les faire dégoupiller. Et ça a marché, mais tellement évident, tellement évident. Bon, on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Si tu veux dire un mot rapidement, Abdallah, sur ça. Bah, en une phrase, bon, ils ont tout résumé, hein. Quand tu passes troisième, forcément, t'as plus trop de cartouches. Mais, mais bon, quand tu vois. Alors, je te laisserai démarrer sur le. Mais Sur, non, mais sur- rapidement, sur lequel je on veux va dire, terminer. non, mais pour résumer, ils ont très bien dit, ils ont très bien synthétisé la situation. Nicolas l'a très bien fait. Pour remporter une Ligue des Champions, il faut de la maturité, il faut un état d'esprit, il faut du calme, il faut de la concentration, du self-control, une attitude, un collectif soudé et du vice. Du vice comme Fernandinho ou du vice comme l'avait Thiago Motta, etc. Ce que n'a pas le PSG. Donc voilà. Voilà, cette défaite est méritée au regard voilà, de tout ce qui nous a manqué hier soir. Engagement, voilà, expérience et savoir souffrir aussi, parce qu'ils ne nous l'ont pas montré tout au long de la saison. Savoir souffrir comme l'a fait Ruben Diaz hier, par exemple. La souffrance. Justement, ça me permet de te lancer sur le dernier sujet quand tu parlais de savoir souffrir. Et là, ce serait plutôt positif. Je voulais qu'on dise un mot quand même sur le capitaine Marquinhos, qui je trouve, hein, est très rarement décevant, toujours présent dans les grands rendez-vous. Encore hier, il a compensé, notamment sur le côté pour Florenzi. En défense, il a plutôt été irréprochable. On peut toujours faire quelques erreurs, mais je veux dire par là qu'on a l'impression qu'il a vraiment pris une autre dimension ces dernières années et que dans les grands rendez-vous, en tout cas, Marquinhos, il lui manque peut-être juste ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être d'être un aboyeur et d'essayer de canaliser son équipe lorsque ça va mal, et notamment sur les expulsions comme ça, ou quand tu vois que tes joueurs, mais sur le comportement et sur son jeu, il est irréprochable, Abdallah Marquinhos. Il est totalement irréprochable dans son comportement, dans son jeu, d'autant plus que voilà, il partait de loin depuis le départ de Thiago Silva. On s'est dit, est-ce qu'il sera capable de porter le costume? Oui, effectivement, il l'a fait, d'autant plus qu'on l'a baladé du milieu, enfin, on va pas revenir là-dessus, au milieu de terrain, voilà, en défense. Donc, il a su répondre à l'appel en termes de communication, même devant les médias, quoi. Il a toujours été juste. En revanche, on n'attendait qu'une chose de sa part, c'était d'aboyer. C'est ce que tu dis, d'aboyer davantage. C'était de mobiliser ses troupes sur le terrain. Et vous remarquerez que ces derniers temps, allez, voilà, pour tirer un peu le trait, ça doit faire 2, 3, 4 semaines, je pense qu'il a eu les échos, c'est arrivé à ses oreilles. Hey, mec, t'es sur le terrain, remobilise tes troupes. Voilà, c'est toi le capitaine. Il l'a démontré d'un point de vue sportif, il le manquait d'un point de vue relationnel. Souvenez-vous de ces images qui sont passées là très récemment où vous voyez Mbappé, ces images de Canal+, dire à Marquinhos ce qu'il doit dire aux autres. Ça m'avait un tout petit peu frappé cette image. Et je me suis dit, mais bordel Marquinhos, que peut-être que... Et là, on a l'impression qu'il force un peu sa nature. Et ça me fait plaisir. Donc au-delà du sportif qui est totalement, enfin qui est vraiment positif pour ce qui concerne, ses buts, son engagement sur le terrain, son intelligence tactique aussi, parce qu'il doit tellement, comment dire, dégoupiller avec Florenzi sur le côté et même avec tes latéraux pardon, bidons. Je me suis dit, putain, il a quand même peut-être passé un mini palier ces derniers temps, un mini palier en termes de comment dire, de charisme, de vrai capitaine, un Gattuso par exemple. Mais je ne sais, voilà. Après, je laisse parler les autres, mais il m'a véritablement fait plaisir. Un mot, Nico, sur Marquinhos, on finira avec Yacine. Ouais, bah c'est marrant, toi, parce qu'on n'a pas les mêmes perceptions, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Sur le comportement sportif,
Ça a été le meilleur du PSG sur la double confrontation, il n'y a pas photo. Voilà, il déçoit pas, il se bat. Tu as vraiment le sentiment que lui, il fait pas de tweet à la con en expliquant qu'il a 99% de foi et je sais pas quoi. Voilà, lui au moins il est sur le terrain et lui, il était prêt à mourir sur le terrain hier. Pour le coup, lui, il l'avait pas dit avant, mais lui, il l'a fait. Après, je suis pas trop d'accord sur le côté aboyeur. Moi, je trouve qu'il y a encore de la marge. Il y a de la Ah oui, marge oui, et oui, tu oui. vois, alors effectivement, je pense que c'est facile effectivement de gueuler sur Florenzi, sur ce genre de joueurs, même avec les jeunes, les mecs comme ça. Moi, j'aimerais le voir un peu comme j'ai déjà vu Puyol, par exemple. Aller mettre une bonne tarte derrière le crâne de Neymar en lui expliquant que tu commences à nous casser un peu les noix et maintenant, il faut que tu changes ton jeu parce que là, ça va pas. Donc, oui, c'est bien d'aboyer, c'est bien de s'affirmer, mais voilà, Je on rappelle en que est Thiago loin. Silva, qui était plus âgé et qui portait le brassard jusqu'à la saison dernière, ne le faisait pas non plus. Hein. Et Non. pourtant, il avait quand même un sacré statut, Thiago Silva. Ouais, bah, ouais. Mais bon, si tu fais ça, t'as pas ta prime. Il doit y avoir, tu sais, il y a la prime d'éthique, il y a la prime fair play, puis il doit y avoir la prime Neymar. C'est-à-dire que si tu fais rien contre lui, tu touches une petite prime. Bah, ils auront tous leur prime. C'est la bonne nouvelle. Bon. Yacine, on termine avec toi. J'aurais voulu aborder d'autres sujets comme la fin du championnat, mais on reviendra là-dessus sur le prochain podcast, parce qu'on a été long, je pense assez complet, mais on va quand même finir sur Marquinhos avec Yacine. Ouais, alors Marquinhos, le truc c'est que, en fait, je crois, je sais pas si on se rend compte réellement du niveau qu'il a. Parce que je peux vous dire que si jamais vous le mettez à côté de Ramos ou de Diaz hier, mais les gens vont vous dire Marquinhos, c'est peut-être le plus grand en ce moment défenseur central du monde. Parce qu'il défend tout seul. Parce qu'on épargne Kimpembe, c'est un titi et tout, on est gentil. Bon, quand même, à un moment donné, il va falloir aussi arrêter de l'épargner, mais on n'a plus le temps. Euh, parce qu'au moins, c'est un soldat. Mais Marquinhos, dans l'état d'esprit, il est exceptionnel. Dans la lecture du jeu, il est exceptionnel. Dans les occasions offensives, c'est le plus dangereux du PSG. Et en fin de deuxième mi-temps, Il est carrément il attaquant. rentre et c'est lui qui reprend. Il s'est créé plus de situations que tous les attaquants du PSG réunis en 10 minutes devant à 10 contre 11. Non, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que même ses appels dans la surface, ils sont meilleurs que ceux de nos attaquants. C'est extraordinaire. Maintenant, moi, je suis sur le comportement en dehors, je suis un peu plus d'accord avec Nico. C'est que, en fait, Marquinhos, il aboie, il parle, mais en fait, c'est trop général. Tu sais, c'est le mec qui dit allez les gars, fais chier. Voilà. Mais ça concerne un peu tout le monde. Et je pense qu'il passera un cap quand il dira directement à quelqu'un, à Mbappé, à Neymar, à Verratti, à Paredes, ce qu'ils doivent faire, mais directement. Tu vois. Et s'il faut leur mettre un coup de pression, voilà, c'est la différence. Parce qu'aujourd'hui, c'est trop général. On le voit qu'il parle, on le voit qu'il a pris quelque chose, mais c'est adressé un peu à tout le monde. Et si tu as envie de le prendre pour toi, tu le prends pour toi. Sinon, si tu en as rien à foutre, bah, tu n'en as rien à foutre. Je pense qu'il passera un cap là-dessus. Et il a, en tout cas, dans le comportement général, dans la mentalité et dans le jeu, la légitimité pour le faire, parce que personne ne pourra lui dire qu'est-ce que tu parles toi. Le mec, il est juste énorme, quoi. Il fait tout devant et derrière. Merci Yacine, merci à vous trois. Alors, on aurait pu effectivement parler d'autres sujets comme le match fantomatique d'Icardi. On aurait pu aussi parler, se projeter sur la. Pardon? Qu'est-ce que tu voulais dire de plus? Ah oui, oui, mais bon, Rien. T'as tout dit sur Vera- t'as- on t'as aura tout plus dit de sur temps le Icardi. podcast prochain et on reviendra quand même là-dessus parce que quand même ça reste une énigme. Et on reparlera aussi dans le prochain podcast de la fin de saison du PSG qui jouera dimanche soir face à Rennes et qui est toujours en lice pour une place pour un titre de champion de France. Encore faut-il un faux pas de Lille. Et il reste aussi la Coupe de France. Un dernier mot pour les gens qui nous regardent. Alors vous devez te dire, mais qu'est-ce qu'il aborde comme maillot, Mousse? C'est pas le maillot du PSG. Alors moi, je tenais à remercier. Alors c'est le maillot du fan club de Singapour. Et j'ai un ami qui est dans ce fan club et qui gère aussi ce fan club. Et ils ont une équipe de foot et c'est celle avec laquelle ils jouent. Et on voit bien marqué fan club de Singapour. Et je tenais à remercier Stan pour ce cadeau. Merci beaucoup, mon ami. Et je l'ai porté pour te faire honneur aujourd'hui, comme promis. Voilà, messieurs. Je pense qu'on a été complet malgré tout sur le match d'hier. Merci beaucoup, Abdellah. T'es arrivé en cours des podcasts, mais finalement, Désolé, hein, il y a eu quelques petits soucis techniques. Hein. oui, oh, c'est les joies, j'allais dire du direct, non, mais bon, voilà. Dans nos podcasts, il se passe toujours quelque chose. Donc voilà, c'est toujours pour pimenter un peu la chose. En tout cas, merci d'être venu nous rejoindre et de participer à ce podcast. Merci à mes deux acolytes de chaque semaine, Nico et Yacine. Et Yacine, évidemment, il y aura
minute tactique du coach. En tout cas, Ouais, tout le demain. monde l'espère. Et tu pourras revenir déjà. Tu auras plus de temps pour revenir là-dessus. Et peut-être justement sur Icardi, dont on n'a pas eu le temps de dire grand-chose. Mais tu pourras faire ton analyse dessus. Je la ferai que demain parce que faut que je me calme un peu avant. Oui, à tête reposée. Ils Ou sont bien, remontés bien en il faut plus. que ton accompagne et te calme un peu. Eh oui, Merci ils encore, sont messieurs. remontés Et tous les puis, deux. on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.